Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjuste. Comme à l'habitude, je vais être accompagné par Marc-André Chaloux. Et aujourd'hui, on va également recevoir Georges Laraque afin de parler des Seahawks de Seattle. Georges qui est un grand partisan des Seahawks. Alors, on va discuter des succès de son équipe favorite. Et Marc-André et moi, on va mettre la table pour la 17e et avant-dernière semaine de la saison régulière déjà du côté de la NFL. Et Marc-André va bien sûr y aller de ses conseils fantasy football. Alors, en cette veille de Noël, Guillaume, par la musique. Marc-André, on va commencer avec nos réactions excessives à la suite de la 16e semaine d'activité. Je vais y aller en premier. Écoute, c'est une saison qui est vraiment bizarre. On s'en est parlé tout au long de la saison. Il y a énormément de parité. Il y a des surprises à toutes les semaines. Alors moi, je m'attends à ce qu'on ait des surprises, même au Super Bowl, en termes des équipes qui vont y participer. Alors, ma réaction excessive est que dans cette saison bizarre, les Jaguars de Jacksonville seront les représentants de l'association américaine à San Francisco dans le cadre du Super Bowl 60. Trevor Lawrence a été responsable de 4 touchés contre les Broncos de Denver. Écoute, je peux pas rien dire, là. Tu sais, souviens-toi, il y a 2 semaines, il avait été responsable de 6 touchés, mais c'était contre les Jets de New York. Mais il faut accepter cette nouvelle réalité, que les Jaguars sont une bonne équipe et qu'ils risquent possiblement de représenter l'AFC au Super Bowl. Le roi de la jungle, Didier, c'est plus les lions, c'est les Jaguars. C'est le Jaguar qui est le roi de la jungle, selon moi. Ce n'est pas les panthères, ce n'est pas les lions. Les Jaguars. Non. Ils ont évidemment, on ne s'est pas parlé. Je t'ai laissé plein de sujets pour ta réaction excessive en me disant il n'ira pas du côté de mes Jaguars. C'est moi qui bois le Kool-Aid. Moi, j'avais les Jaguars de Jacksonville, sont de sérieux aspirants au Super Bowl. On a vraiment obtenu cette fameuse victoire signature contre les Broncos à Denver. Est-ce que tu as vu les clips qui sont sortis du speech d'avant-match de Trevor Lawrence, à quel point il disait que la défense, elle était bonne, à quel point qu'on s'en balançait du côté des Jaguars, puis l'entrevue d'après-match dans le vestiaire là, de Liam Cohen. Il y a une culture qui est en train de changer. On a instauré quelque chose de la part de l'équipe de Liam Cohen dans cette équipe-là. Il y a quelque chose qui a cliqué, je ne sais pas quoi. Mais Trevor Lawrence joue enfin comme un premier choix au total, comme un gars, il joue comme le gars qu'on a repêché là, du côté des Jaguars de Jacksonville. Même chose pour Travis Etienne. Les Jaguars de Jacksonville se sont présentés à Denver, Didier, contre la meilleure défense dans la zone payante. Ils ont été 4-5 dans la zone payante. Ça fait 5 semaines de suite que c'est un receveur différent qui est le meneur pour les verges sur réception chez les Jaguars. On a de la polyvalence. On a une défense qui se classe 2e pour les revirements dans la NFL. Elle est la meilleure contre la course. Honnêtement, là, les Jaguars sont l'équipe la plus complète en ce moment, sont l'équipe la plus haute de l'heure. Et comme dirait Liam, le cousin de la fesse gauche de Liam Cohen, Léonard, on a juste ajouté un H. Les Jaguars s'en vont au Super Bowl. Alléluia! Ouais, mais tu sais quoi, le seul problème, c'est qu'on peut pas embarquer sur Ben Wagon des Jaguars de Jacksonville. Je sais pas si t'as vu les propos de Trevor Walker, qui a dit, puis ça c'était même avant le match contre les Broncos, il a dit, on vous veut pas sur notre Ben Wagon. Il a dit, ok, personne croit en nous, personne croyait en nous avant le début de la saison, embarquez pas sur le Ben Wagon maintenant qu'on connaît du succès. Alors écoute, on va devoir boire le Kool-Aid, mais on pourra pas embarquer sur Ben Wagon et des Jaguars de Jacksonville. Mais je dis pas le fait que les deux, c'est notre réaction excessive. Peut-être on vient de couler le navire des Jaguars. Puis ils vont pas représenter l'FC au Super Bowl, peut-être. Bref, on verra bien, Marc-André. Écoute, comme d'habitude, on va inviter les gens à nous suivre via nos réseaux sociaux afin de rien manquer là, de nos mises à jour sur les épisodes du podcast. Exactement. Sur YouTube, on est au Sac du Car et via ta chaîne YouTube à toi, Didier Orméjuste. Sur Facebook, le Sac du Car. Sur Instagram, le Sac du Car. On est sur Spotify également, sur Apple Podcasts. Partout où vous trouvez vos podcasts durant les fêtes, là, on fait de la route pour aller voir grand-maman, grand-papa, les mononcles et ma tante. Alors, on est partout pour vous écouter vos podcasts préférés. Encouragez-nous en nous laissant des étoiles, 5 de préférence, évidemment. Ça nous aide à faire grandir notre projet. Et merci de nous écouter en grand nombre de plus en plus. Joyeux Noël à tous et à toutes. C'est vraiment un plaisir là, de faire ce podcast-là avec toi à chaque semaine.
Ouais, ben merci Marc-André, c'est toujours un plaisir d'enregistrer le podcast avec toi et Guillaume. Puis c'est ça, laisser 5 étoiles. Si t'es pour laisser des étoiles, t'en laisses 5. T'en laisses pas 4. Ça, c'est comme quand tu prends un Uber. Pourquoi tu veux juste mettre 4 étoiles? Ou bien t'as aimé le service, ou bien tu l'as pas aimé. Pour moi, c'est un ou l'autre, là. Tout simplement. Il n'y a pas Alors, de zone grise. laissez-nous 5 étoiles. Non, c'est ça, exactement. C'est bon ou c'est mauvais. That's it, c'est D'accord. aussi simple que ça. Écoute, avant de faire le tour des rencontres qui vont être présentées lors de la 17e semaine d'activité, bon, on va jeter un coup d'œil au tableau de la course aux éliminatoires, autant du côté de l'AFC que du côté de la NFC. On va commencer avec l'Association américaine, Marc-André. Le portrait, là, il commence à être clair, là, afin de savoir quelles seront les 7 équipes qui vont participer aux éliminatoires, mais c'est plutôt là au niveau du classement final, étant donné qu'il y a seulement une équipe qui est championne de section jusqu'à présent, si je ne me trompe pas, mais on le voit, hein, dans la colonne de droite, les Colts et les Ravens de Baltimore. Alors, on a besoin de beaucoup d'aide maintenant afin de participer aux éliminatoires. Évidemment, évidemment. Et Mike Tomlin, là, s'est assuré d'une saison gagnante, là. Une autre saison gagnante. Oui. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. J'ai hâte de voir là, sans DK Metcalf, qu'est-ce qui va arriver avec les Steelers pour les 2 derniers matchs. La porte s'ouvre pour les Ravens, mais on joue tellement pas du bon football, on va en reparler, Didier, du côté des Ravens. Je ne sais pas si on va être en mesure là, d'aller coiffer les Steelers au fil de la vie. Ouais, les Ravens inquiètent plusieurs gens. Hein. On a reçu quelques questions à ce sujet-là. Si on regarde maintenant du côté de l'Association nationale, ben là, c'est simple. Hein. Les Lions de Détroit commencent à manquer de temps. Ils ont perdu la semaine dernière. Puis pour ce qui est des Buccaneers, ils sont dans une lutte à finir là, pour le premier rang de la section sud de la nationale avec les Panthers à Caroline. Les Buccaneers gagnent leurs 2 prochains matchs. Je pense qu'ils sont champions de section. J'ai lu ça quelque part parce qu'on va raffronter les Panthers de la Caroline la semaine prochaine. Côté des Lions, voilà. Ça prend 2 victoires, mais ça prend aussi une défaite des Packers. Sinon, à minute que les Packers ont une victoire, les Lions sont éliminés. Ouais, c'est aussi simple que ça. Et c'est ça. On va jeter un coup d'œil maintenant, au tableau là des scénarios éliminatoires voilà. Pour les gens qui nous regardent via la chaîne YouTube. C'est ça. Qu'est-ce que tu viens de parler là? Ce sont des scénarios pour premièrement que les Lions participent aux éliminatoires. Ils ont besoin de gagner leurs 2 derniers matchs contre les Vikings, contre les Bears, et ils ont besoin, comme tu l'as dit, là, que les Packers perdent également. Les Packers en restent 2 rencontres contre Baltimore et les Vikings, bien sûr. Du côté des Colts, on n'en a pas parlé. Les Colts, ça va prendre une victoire contre Jacksonville et Houston. Une défaite de Houston contre... en fait, pour que Houston perde ses 2 prochains matchs aussi. Ça sera vraiment pas facile pour les Colts. Mais ils ont joué du bon football lundi. Ouais, moi, tu sais, qu'est-ce qui m'a surpris dans leur défaite? Ça a été la performance de la défense. Parce que l'unité défensive avait bien joué la semaine précédente à Seattle contre les Seahawks. Moi, je m'attendais pas à un match à haut pointage. Puis c'est quoi, là, les Colts ont marqué des points lors de leur première séquence. Philip Rivers jouait bien. Tu sais, c'est vraiment surprenant, mais c'est l'unité défensive et les unités spéciales aussi. Il y a un échappé de Mir Abdullah qui a fait mal. Ça a permis aux 49ers d'inscrire un touché quelques jours plus tard. Mais c'est vraiment la défense qui leur a coûté ce match-là. Mais on aura l'occasion d'en parler. Hein. Ouais, l'éternel Amir Abdullah. Il y a les pierres d'Infinity. Il y a les Infinity Stones, là, probablement. De Thanos. Exact. Ouais, c'est ça. À chaque fois que je le vois, je suis toujours surpris de voir qu'il est dans la NFL. Bref, les Colts avaient commencé avec une fiche de 7 victoires et 1 défaite. Puis maintenant, ils ont un dossier de 8 et 7. Ça change vite du côté de la NFL. Écoute, Marc-André, on va y aller. On va parler des matchs. Ça va commencer dès la journée de Noël. Il y a 3 rencontres qui seront présentées. Ça, c'est la nouvelle tradition du côté de la NFL. Toutefois, c'est pas nécessairement les meilleures confrontations. Le meilleur match, je pense que ça va être celui qui va mettre aux prises les Lions aux Vikings du Minnesota. Du moins, c'est ce que j'anticipais. Mais là, on a appris que J.J. McCarthy va rater la rencontre. Mm-hmm. J'avais des petites notes d'entrée de jeu sur les rencontres de Noël. 4 des 6 équipes vont participer à ces matchs. 4 des 6 équipes qui vont participer à ces matchs-là sont déjà éliminées. 3 équipes auront un quart réserviste. Et seuls les Broncos, dans ces 6 équipes-là, sont assurés de participer aux éliminatoires. C'est sûr que c'est quand même bizarre. Hein? C'est sûr que Netflix a payé des sommes astronomiques pour s'assurer de ces matchs-là, ou 2 de ces matchs-là, du moins. Puis écoute, quand on fait le calendrier du mois de mai, des fois, on a des surprises en cours de saison. Je ne suis pas convaincu que Netflix avait vu dans leur boule de cristal Chris Oladokun au poste de quart pour les Chiefs demain. Non.
Ah, ça, c'est toujours le danger, hein, quand on est rendu à 106 de l'année, les matchs présentés aux heures de grande écoute, ou, comme tu viens de le dire, le Netflix qui a dépensé grosse somme d'argent pour pouvoir diffuser des Mm. matchs NFL, puis là, ouf, c'est pas, on va pas, disons, établir des records en termes de code d'écoute, là, ça, y a aucun doute là-dessus, mais bon, c'est le pari Parlons, qu'ils ont pris. exact, exact. Parlons des affrontements. Donc, Lyon à 8 et 7 vont affronter les Vikings. Donc, 7 et 8, ce sera un des trois matchs jeudi, comme on le mentionnait. Détroit est favori par 6 et on a une question de Jérémy Ducharme sur Facebook. Yo les gars, yo Jérémy. Étant fan des Vikings, j'ai pas le choix de poser cette question, mais vu que McCarthy n'est pas capable de jouer plus de 4 matchs sans se blesser, quelle option de corps arrière verrez-vous être la meilleure option pour challenger McCarthy? Peut-être même lui voler son poste comme les Colts l'ont fait avec Anthony Richardson. Est-ce Kyler Murray, Tua, Geno Smith ou un autre nom qui vous vient en tête? Je vous souhaite un joyeux Noël et merci de votre travail. Ouais, ben, joyeux Noël à toi aussi, Jérémy, puis merci pour tes compliments. La brochette de carrière que Jérémy vient de mentionner, je sais pas pour toi, là, moi, il y en a aucun qui m'intéresse là-dedans, là, entre Kyler Murray, Tua et Geno Smith. Mais le pire, c'est qu'il y en a probablement au moins un de ces trois-là qui va être un carrière partant l'année prochaine, parce que je le répète, c'est vraiment pas une grande cuvée de carrière qui s'en vient du côté des rangs du football universitaire américain. Mais je suis d'accord avec Jérémy, puis ça commence à être inquiétant, là. Tu sais, ces blessures-là qui s'accumulent du côté de J.J. McCarthy. On sait, il a raté sa première année en raison d'une blessure à un genou. Il a raté quoi? La première moitié de la saison, essentiellement, à la suite d'une autre blessure. Puis là, il s'est blessé à la main droite. Tu vois qu'il voulait pas quitter la rencontre. Mais du côté des Vikings, ça doit être une priorité, là. Pas juste dû au fait que McCarthy se blesse souvent, mais étant donné que c'est un jeune carrière, faut trouver un vétéran car afin de le seconder, puis un vétéran qui sera en mesure de donner une chance de l'emporter si jamais on doit l'envoyer dans la formation. Mais ça, c'est beaucoup plus facile à dire que faire. Mais bon, t'es rendu avec un Philip Rivers à 44 ans qui est capable de connaître du succès. On a vu Joe Flacco qui est dans la quarantaine aussi, qui a donné un coup de main aux Bengals de Cincinnati. Alors peut-être que ça va être la nouvelle mode. Peut-être que ça va être ça la solution pour répondre à la question de Jérémy et Marc-André. Peut-être que ça va être ça la solution. Sortir Tom Brady de la retraite peut-être. Je l'ai vu là, une clip de lui qui disait qu'il serait prêt à jouer demain matin, qu'il est en bonne condition physique, tant qu'il est rendu à 48 ans. Peut-être que ça va être la nouvelle mode. C'est une nouvelle mode qui a été lancée par Philip Rivers. On va voir des vieux de la vieille, effectuer des retours au jeu. Je peux pas croire que tu n'as pas nommé notre Jameis. Imagine-toi donc. Jameis comme option au avec Minnesota. JJ, Ouais. avec JJ, Jordan Addison. Ça serait fou. Ouais. Ça pourrait être intéressant, j'avoue. Écoute, Jameis, qui est quand même un bon carrière réserviste. Ouais, ben Jameis, c'est ça, il va être en demande, là. Tu sais, parce qu'on le voit, là, clairement. Il n'y a pas Il gagne pas des matchs de suffisamment de bons football carrières. beaucoup. Il gagne pas des matchs de Non, football mais il est beaucoup, divertissant. mais On est pas, on parle pas de victoire, on parle juste de divertissement, là. Mais plus sérieusement, ça prend un corps, moi je pense, un vétéran, un Jameis Winston, c'est pas des blagues. Je pense que Russell Wilson est au bout du rouleau, mais c'est le genre de corps, là. Un Jacoby Brissett, là, on le voit avec les Cards, si on le re-signe pas du côté des Cards. Ça me surprendrait, je pense qu'on s'enligne pour peut-être ne pas repêcher un quart cette année du côté des Cards, puis on va peut-être faire signer un contrat à court terme là, pour une autre année à Brissett. Un gars comme Andy Dalton, là, ce genre de quart-là pour épauler J.J. McCarthy, moi, je pense que ça serait la solution idéale. On a reçu une autre question également de Régis Fortin via Facebook. Croyez-vous que le départ des deux coordonnateurs l'année dernière des Lions est la principale cause de leurs insuccès cette année? Je dirais pas que c'est la principale cause, mais c'est sûr que ça n'a pas aidé. Mais là, bon, il y a des blessés au niveau de la ligne à l'attaque, maintenant du côté des Lions et du côté de l'unité défensive, parce qu'on l'a vu, on était incapable d'arrêter l'attaque des Steelers de Pittsburgh dimanche dernier. Non seulement ça, bon, Jalen Warren est allé de 2 longues courses pour détoucher. C'est pas comme si l'attaque de Pittsburgh, l'attaque au sol de Pittsburgh est extrêmement productive. Mais tu sais, moi j'en viens encore aux propos que Dan Campbell avait tenus. Souviens-toi, il y a quelques années, tu sais, la première année que les Lions ont connu du succès, se sont rendus à un match du Super Bowl contre les 49ers de San Francisco. Souviens-toi, ils étaient là en voie de créer une grosse surprise. Ils avaient l'avance à la mi-temps. Puis Dan Campbell, avec ses parents en 4e essai, tu sais, ça avait nuit aux Lions. Ça avait coûté le match. Lui-même, il l'avait dit après la rencontre. Puis il avait dit, tu sais, peut-être que j'ai bousillé notre meilleure opportunité de gagner un Super Bowl. Puis là, quelques années plus tard, c'est quoi, 3 ans plus tard,
ben là, on risque de rater les éliminatoires. Puis il n'y a pas juste ça. Mais là, tu sais, t'as Jahmyr Gibbs. Jahmyr Gibbs va voir un nouveau contrat. Puis on va le devoir lui donner. Puis je suis pas mal certain qu'il va vouloir devenir le porteur de ballon le mieux payé de la NFL. Le bloqueur à gauche, Decker, qui est là depuis des années, depuis quoi, une décennie environ, il commence à prendre de l'âge. Est-ce qu'il va être de retour l'année prochaine? Donc, le visage des Lions va être différent l'année prochaine. Donc, il y a eu, oui, des changements au niveau des coordinateurs du côté des Lions, mais là, il y a d'autres changements qui s'en viennent au cours de la saison morte. Alors, je ne sais pas, ça me fait de quoi, parce que les Lions ont été tellement divertissants à regarder, à voir jouer lors des 3 dernières saisons, puis de voir que là, on pourrait rater les éliminatoires, c'est vraiment décevant. Mais je dirais oui, la perte des 2 coordinateurs et les blessés encore une fois, comme ça avait été le cas, ça a vraiment nuit aux Lions. Là. Puis je parle des blessés en particulier du côté de l'unité défensive. Je sais pas si tu as vu la photo que David Montgomery a laissée là, cette semaine sur les réseaux sociaux. C'est son casier avec ses Non, je n'ai pas vu. épaulières, puis son nom avec pas de numéro. Je sais pas qu'est-ce que ça voulait dire. J'essayais de chercher la signification. Peut-être que justement, on va devoir signer Jahmyr Gibbs. On n'aura peut-être pas de place pour David Montgomery là, à moyen terme. Là. Du côté des Lions, on a reçu une autre question de Samuel Lévesque sur Facebook. Il nous demande une question simple, Didier, mais tu viens un peu d'en parler. Qu'est-ce qui se passe avec les Lions? Joyeux Noël à vous deux et à vos familles. Merci, Samuel. On est 3 dans ce projet-là également, là. Guillaume. Tu peux te prendre le compliment des Joyeux Noël à toi et ta famille, Guillaume, également, qui s'occupe de la technique. Ouais, ben joyeux Noël, oui, à Samuel. Mais ouais, ben c'est ça. Ben, on vient d'en parler là, vraiment là des Lions. C'est pas mal ça qui se passe. Moi, j'ai l'impression les blessés qu'on a au niveau de la ligne à attaque et du côté de la défense. Puis je sais pas, t'as-tu été surpris par ça, le fait qu'on n'a pas été capable de courir avec le ballon contre Pittsburgh? Ouais. Moi, ça m'a vraiment surpris. Là, la défense des Steelers, je me souviens encore du match à Pittsburgh qu'on a accordé plus de 200 verges de 200 verges aux Lions, pas aux Lions, aux 200 verges au sol contre c'est contre les Bills de Buffalo. Puis on a complètement neutralisé Jahmyr Gibbs et David Montgomery. 200 verges au son, c'est beaucoup de muffins, ça, pour le temps des fêtes. Ouais. Mais tout ça ça pour dire que il n'y a pas à avoir du succès et obtenir 2 verges avec un porteur de ballon étoile. Moi, c'est ça la différence. 2 verges au sol, Jahmyr Gibbs. Je sais. Ça n'a pas de sens. C'est ça que je te dis, on l'a complètement neutralisé. Ben, c'est ça, sont les blessés. Puis on a des blessés au niveau du centre de la ligne à l'attaque des Lions. Puis ça a paru, là, je crois vraiment, contre les Steelers, là, au niveau de l'attaque au sol. Là. Si on parle du match maintenant, ce sera Jared Goff contre Max Brothmer qui va obtenir le départ du côté des Vikings. Ça, c'est de bon augure pour les Lions qui ont besoin d'une victoire. Et honnêtement, on parle du jeu au sol. 16 verges totales, comme on l'a mentionné, pour Gibbs et Montgomery lors du dernier match. Je pense que cette équipe-là va rebondir. Les Vikings sont coriaces contre le jeu aérien. On l'a vu contre Jackson Dart la semaine dernière. On l'a vu même contre Dak Prescott il y a 2 semaines. Je pense que ça va être plus difficile pour Jared Goff. Amon-Ra St. Brown est encore blessé. Il va falloir surveiller ça du côté des Lions. Il ne s'est pas entraîné hier. Donc moi, je pense que ça va être justement l'occasion pour Gibbs et Montgomery, pour Sonic et Nicole de rebondir. Les Lions vont aller chercher ce match. C'est à souhaiter. La seule chose, la défense du côté des Vikings, moi aussi, il a choisi les Lions pour l'emporter. Mais on sait que la défense des Vikings, c'est dirigé par le coordinateur Brian Flores, est en mesure d'appliquer de la pression sur les carrières. Donc, je viens de parler des problèmes qu'on a au niveau de la ligne à l'attaque, du moins les blessés. Mais je crois que les Lions vont gagner, mais le match pourrait être plus serré qu'on l'anticipe. Mais bon, avec Max Brothmer au poste de quart, Détroit devrait gagner ce match-là. Brothmer qui a mieux joué la semaine dernière là, qu'il avait fait lorsqu'il avait obtenu son départ contre les Seahawks de Seattle. Ça avait été désastreux. Là, ça a été un peu mieux. Mais écoute, choisis les Lions afin de l'emporter, mais il semble que peu importe, Détroit va rater les éliminatoires. Là. Les Texans à 10-5 vont affronter les Chargers à 11-4. C'est un autre match qui aura lieu. C'est un match qui aura lieu samedi. Les Chargers sont favoris par 2,5 au preneur au livre. On a une question de Monsieur Moustache 6 sur YouTube qui nous demande: les Chargers sont-ils sous-estimés? Merci d'avance. Merci, Monsieur Moustache. Alors, Didier, on sous-estime les Chargers cette année? Ben, j'ai l'impression qu'ils passent sous le radar un peu. T'sais, en raison de leur fiche, ils ont une très bonne fiche. Je ne sais pas si c'est dû au fait qu'on anticipait que ça allait possiblement être une saison perdue du côté des Chargers en raison des nombreux blessés, les blessés qu'ils ont au niveau de la ligne à attaque. Mais c'est vrai, c'est une bonne question. Est-ce qu'ils sont sous-estimés? Je dirais que oui.
Je dirais que oui, Marc-André, je sais pas toi qu'est-ce que t'en penses, mais les Chargers sont vraiment une bonne équipe, tu sais, puis je pense que ça reflète vraiment sur leur entraîneur-chef Jim Harbaugh. Parce que malgré tous les blessés, ben c'est ça, là, tu sais, on est en mesure de connaître du succès, on se sert pas de ça comme excuse, puis défensivement, on a vraiment une bonne unité défensive également du côté de Los Angeles. On a une excellente unité défensive du côté des Chargers. On a eu moins de 16 points par match à nos 4 derniers matchs. Puis on dirait toujours qu'on se méfie de la fameuse ligne à l'attaque là, qui est décimée en ce moment. Mais force est de constater que depuis quelques matchs, on fait le travail. On a signé 4 victoires de suite à domicile. Les Chargers, ils seront encore à domicile cette semaine. J'ai bien hâte de voir justement là. Le Houston, c'est une équipe qui a un excellent pass rush, qui peut mettre de la pression. On a un excellent front défensif. Hmm. J'ai hâte de voir justement si la ligne à l'attaque des Chargers. D'après moi, c'est ça l'aspect le plus important à surveiller dans ce match-là. Si la ligne à l'attaque va tenir le coup du côté des Chargers. Moi aussi, je les trouve sous-estimés, Didier, les Chargers, parce que justement, on a quand même une excellente attaque. On a de la diversité aussi en attaque, avec l'avènement, l'éclosion de Ronde Gadsden. On a Quentin Johnston, là, McConkey. On a un bon groupe de receveurs. Marion Hampton, cette semaine, pourrait connaître un fort match. Il est revenu, il est en santé. Kimani Vidal a quitté le match la semaine dernière. Il est blessé. Alors, on va vraiment laisser toute la place à Hampton cette semaine. J'ai bien hâte de voir, mais écoute, on commence les Chargers, là, c'est une équipe, je pense, au cours des prochaines saisons, là, va être en pleine ascension. Ouais, une fois que c'est ça, là, que Rashawn Slater, Joe Hart vont revenir au jeu, Mm-hmm. puis que la ligne à l'attaque va être solidifiée Peut-être un avec autre leur joueur de ligne retour au au jeu. Non. repêchage là, cette année. Là. Ça serait ça Ouais, l'idée aussi. peut-être, bref. Ouais, on verra bien là, une fois rendu là, mais c'est possible. Mais en plus, ils sont mis sur un des carrières les plus talentueux en termes là, de talent physique, bien sûr, en Justin Herbert. Mais j'aimerais savoir qu'on parle des Texans, parce que moi, les Texans, là, ils m'ont vraiment Ouais, déçu avec leur mais performance la semaine dernière. Puis CJ Stroud a vraiment connu un mauvais match. Tu viens de parler de la ligne à l'attaque des Chargers. La ligne à l'attaque des Texans, je me rends compte là, que de semaine en semaine, tu souviens-toi, ça avait très mal commencé en début de saison. Après ça, ça a mieux été, elle s'est replacée. On a utilisé des formations avec 6 joueurs de ligne à l'attaque pour aider en termes de protection. Mais là, c'est comme si elle recommence à piquer du nez, cette ligne à l'attaque-là. Alors, puis ça nuit bien sûr à CJ Stroud. Donc, je vais surveiller ça. Moi, tu parlais de surveiller la ligne à attaque des Chargers face à Will Anderson, Daniel Hunter et compagnie. Mais on est capable de presser les carrières adverses également du côté des Chargers. Donc, moi, c'est ça, j'ai hâte là, de voir du côté des Texans. Est-ce que CJ Stroud va pouvoir rebondir à la suite de sa contre-performance la semaine dernière? Puis, est-ce qu'on sera en mesure de le protéger aussi? exactement. On a marqué 16 points la semaine dernière. L'attaque, je parle des Texans contre les Raiders, qui était Ouais. honnêtement la pire de la NFL, qui en accorde en moyenne 28 par match depuis le début de la saison. On a marqué moins de 20 points dans 4 des Mm. 5 des 5 derniers départs de CJ Stroud. Du côté des Houston, tu as raison de dire que c'est inquiétant du côté des Texans. Cette année, Didier, Funky Stats, on a une fiche de 0-3 à l'étranger, sur la route, contre des équipes qui ont 10 victoires au moins cette saison. Donc, on n'est pas une équipe qui arrive sur les terrains adverses avec le couteau entre les dents du côté de Houston, bien qu'on ait 7 victoires consécutives en ce moment. Ce sera le match retour là, du premier tour éliminatoire de l'an dernier, alors que les Texans avaient battu les Chargers 32-12. Justin Herbert, avait été victime de 4 interceptions. Moi, je pense que les Chargers, dans ce match, ils prennent leur revanche, rectifient le tir, corrigent le tir et l'emportent dans ce match. Moi aussi, je choisis les Chargers pour l'emporter. Bon, je pense que les Texans vont se présenter parce que je crois vraiment que Houston, là, étant donné qu'on affrontait les Raiders, puis la semaine précédente, les Raiders ont gagné seulement 75 verges d'attaque contre les Eagles à Philadelphie. Je pense qu'on s'est endormi là, du côté des Texans, en regardant là, justement là, les vidéos de ce match-là. Les joueurs sont des humains, là. Donc, des fois, ça arrive. Quand tu affrontes une équipe qui est tellement mauvaise, puis durant toute la semaine de la préparation, même si les entraîneurs te disent que tu dois être prêt, de pas prendre cette équipe-là à la légère, mais quand tu regardes les vidéos, Marc-André, des matchs, puis que l'équipe n'est pas capable de gagner 100 verges d'attaque, la nature humaine fait en sorte qu'il y a un relâchement. Donc, c'est peut-être ça qui est arrivé du côté des Texans. Donc, je m'attends à ce que Houston joue avec beaucoup plus d'intensité contre une meilleure équipe, les Chargers. Les Ravens à 7 et 8 vont affronter les Packers qui sont 9, 5 et 1. Ce sera un gros match, ça aussi, samedi
Green Bay favori par 2,5 au preneur au livre. On a des questions également sur les Ravens parce qu'on en a parlé. Ça va pas super bien du côté de Baltimore. On a PL Roussowski sur Facebook qui nous demande est-ce que John Harbaugh fera partie des victimes du Black Monday à Baltimore? Didier, je sais que ça a été ta réaction excessive là, il y a quelques semaines. Mais là, est-ce que ça s'en vient de plus en plus concret là, du côté de John Harbaugh selon toi? Je pense que oui. Sérieusement, Marc-André, je pense que oui. Parce que, surtout de la façon qu'on vient de perdre, ça fait combien de fois qu'on voit les Ravens lors des dernières années perdre de cette façon-là? Tu sais, contre les Patriots de Nouvelle-Angleterre. On a été victime de revirement. On a échappé Derrick Henry, Flowers qui a échappé un ballon aussi. Puis là, on peut même pas blâmer Lamar, parce que Lamar n'a pas fini le match. Tu sais, il s'est blessé au dos. Mais encore une fois, on avait l'avance au 4e quart, Marc-André, puis on a perdu cette avance-là. Ça fait combien de fois, lors des 3 dernières saisons, qu'on voit ça du côté des Ravens de Baltimore? À chaque fois qu'on perd, c'est comme ça, on perd de la même façon. Puis c'est un autre match important qu'on perd. Puis habituellement, tu sais, ces implosions-là des Ravens, ça arrive lors des éliminatoires. Puis là, ça se produit en saison régulière, alors qu'on n'est même pas qualifié encore pour les éliminatoires. Écoute, on a dû faire un changement d'entraîneur à un certain moment donné du côté de l'organisation des Ravens. Je sais pas si tu te souviens, mais avant John Harbaugh, ça fait longtemps, là, mais c'est Brian Billick qui était l'entraîneur-chef. Tu sais, Harbaugh succédait à Brian Billick. Billick a gagné un Super Bowl. Il avait été à Baltimore pendant quoi, près d'une dizaine d'années, là, si je me souviens bien. Puis éventuellement, on a dû, c'est ça, tourner la page. Puis je pense qu'on en est rendu là du côté des Ravens de Baltimore. Tu sais, c'est peut-être juste le message de John Harbaugh après tant d'années ne passe plus au niveau des joueurs. Donc, ils sont partis pas aux éliminatoires. Malheureusement pour John Harbaugh, qui est vraiment tout un entraîneur, va sûrement se retrouver à Kenton, en Ohio, éventuellement au temple de la renommée. Mais j'ai l'impression, moi, sincèrement, qu'on assiste à la fin là, de l'ère de John Harbaugh à Baltimore. Je pense qu'il commence à être sans solution, John Harbaugh. Écoute, parlons-en. Là. L'utilisation de Derrick Henry lors du dernier match, c'était outrageux. Derrick Henry récolte 128 verges, il a une moyenne de 7 verges par course. Il n'a pas touché au ballon lors des 13 dernières minutes, 12-50 exactement, 4e quart, alors que les Ravens menaient 24-17. Me semble que tu perds ton carrière élite partant. Derrick Henry connaît un match exceptionnel. Là, à chaque fois qu'il touche au ballon, moyenne de 7 verges par course. Ils n'étaient pas capables de l'arrêter. Ils n'étaient pas capables d'arrêter. Je sais, c'est la situation idéale quand tu mets sur un porteur de ballon de 250 livres, tu as l'avance, cours avec le ballon pour écouler le temps. C'est incompréhensible. Ali, puis Keaton Mitchell. Ouais. Ben voyons, des fois, là, j'avais cette discussion-là avec des amis, puis j'étais comme, j'ai jamais joué dans la NFL, j'ai jamais été coach au football. C'est peut-être juste moi devant mon téléviseur qui trouve que la solution est pourtant simple, puis on fait jamais ça. On a parlé de Devon Achane également contre les Steelers le lundi, là, que ça fonctionnait. Pourquoi t'arrêtes de faire ça? Tu as vu ce qu'a dit John Harbaugh après le match, Didier? On faisait une rotation, puis Derrick Henry était dans la rotation. Une rotation? Je veux dire, ta saison est en jeu. C'est fou. Ta saison est en jeu. Je sais, c'est fou. Mais c'est ça que je te dis. Non, je sais, t'as raison, je vois ça exactement comme toi. Souviens-toi du match éliminatoire, c'est quoi, il y a 2 ans, le match de championnat d'association américaine, là, lorsque les Ravens avaient reçu les Chiefs de Kansas City. Tu sais, j'avais eu la chance d'être sur place. Les Ravens avaient la meilleure attaque au sol de la NFL. OK? Puis on avait couru lors de ce match-là seulement 6 fois avec nos porteurs de ballon. C'est ça, il y a toujours des choses incompréhensibles en termes des décisions du groupe d'entraîneurs, en particulier du côté de l'attaque de Baltimore à tous les ans. Puis ça, c'est seulement le plus récent, là, qu'est-ce que tu viens de mentionner. Le fait que Derrick Henry n'a pas touché au ballon pratiquement au 4e quart, c'est un non-sens. Ça fait aucun sens. Donc ça, c'est le genre de choses, je pense sincèrement, ça va coûter le poste à John Harbaugh si on n'est pas en mesure de participer aux éliminatoires. Écoute, on a ce qu'on mérite du côté des Ravens. Moi, c'est ça que je pense. C'est ça ma déclaration. On les voyait comme des aspirants au Super Bowl avant le début de la saison. Hein? Oublie pas ça. On a ce qu'on mérite. Et Zay Flowers, en passant, a plus d'échappées cette saison que de touchés sur réception. Ouais, j'ai vu ça. Deux touchés, puis il y a 3 échappés. Mais il va au Pro Bowl quand même. Alors, un autre argument pour prouver qu'un Pro Bowl, c'est une farce. Alors, si vous vous demandez pourquoi on n'en parle pas durant le podcast, c'est n'importe quoi. Là. Il y a Joe Hart qui a presque pas joué de la saison, qui a été sélectionné
au sein de l'équipe du Pro Bowl. Imagine-toi, ça a aucun sens. Là. Bref, ça pour dire, les Ravens vont être à Green Bay contre les Packers. Je choisis les Packers afin de l'emporter. Il faudrait qu'on parle des Packers parce que il semble qu'on On avait va une être autre sans les question, les services Ravens, de Jordan les Love. Ravens avant. Ah oui, ok, oui, excuse-moi. Oui, ok, On a une vas-y. question de Tom Essiam pour conclure sur les Ravens. Bonjour les gars, pensez-vous que les Ravens doivent se débarrasser de Marlon Humphrey? Car depuis le début de la saison, il n'est pas vraiment bon. De plus, lors du match de dimanche soir, il s'est fait battre constamment par les receveurs des Pats. Ouais, effectivement, ben Tom, merci pour ta question. Ouais, ça peut être un bon match pour Marlon Humphrey, mais il s'est pas nécessairement fait battre à plate couture. Tu sais, premièrement, Drake May a complété une passe là, qui était vraiment sublime à Carl Williams. La passe était parfaite et Humphrey était là. Tu sais, il était pas en mauvaise position, il s'était pas fait brûler sur le jeu. Mais comme on dit au football, une passe parfaite va toujours battre une couverture parfaite. Il n'y a rien qu'il pouvait faire, même s'il était en position. Donc, moi, je trouve que c'est inquiétant, surtout lorsque le demi-coin se fait battre à plate couture. Mais si on regarde la saison dans l'ensemble, c'est vrai qu'il connaît pas une bonne saison, Marlon Humphrey, comme à l'image de l'unité défensive des Ravens de Baltimore. Mais il commence à être âgé, donc oui, peut-être que ce sera une possibilité, peut-être qu'il ne sera pas de retour la saison prochaine du côté des Ravens de Baltimore. C'est un vétéran, il commence à avoir du kilométrage dans les jambes. Donc oui, Tom, pour répondre à ta question, je serais pas surpris si Humphrey est pas de retour à Baltimore l'année prochaine ou si on repêche pas un jeune demi-coin justement ajouté au sein de la tertiaire, parce que c'est un problème ça au début de la saison du côté de Baltimore qu'on n'a jamais vraiment été en mesure de solutionner. Donc, si on revient au match, ce sera Lamar Jackson ou Tyler Huntley contre Malik Willis ou Jordan Love. Mon petit doigt me dit que Lamar Jackson va tenter de jouer ce match-là. On dit qu'il y a des ecchymoses au dos maintenant. Mais encore là, Lamar Jackson, on le voit. Ça en fait beaucoup de blessures pour Lamar. Ouais. Cette année, ischio-jambier, là c'est le dos, il avait subi une blessure à une cheville, il a un genou aussi, et à chaque semaine, il rate des entraînements. Fait que, on a notre réponse. Il est vraiment pas en santé, là, Lamar. Mais parlons des Packers. Si c'est Malik Willis, j'ai aimé ce que j'ai vu lorsqu'on lui a designé des jeux au sol la semaine dernière. Je trouve tellement que les Packers, ils sont préparés on prévoit que Jordan Love, ils sont préparés lorsque Jordan Love se blesse. On a un cahier de jeu, on a des jeux prêts pour Malik Willis, spécialement conçus pour Malik Willis. C'est pas Jordan Love qui ferait ce jeu-là. Je pense qu'à court terme, Malik Willis n'est pas si pire que ça pour les Packers. Surtout que les Packers, vraiment, à domicile, en décembre, sous Matt LaFleur, c'est vraiment efficace depuis l'arrivée de Matt LaFleur au poste d'entraîneur-chef. Fiche de 11-1 en défense, 11-1 à domicile, au Lambeau Field, sous Matt LaFleur. Je pense que les Ravens vont passer peut-être un mauvais quart d'heure là, pour Lamar ou Huntley. Moi, je prends les Packers pour l'emporter. Ouais, moi aussi, je choisis les Packers afin de l'emporter. Peu importe si c'est Jordan Love ou Malik Willis qui est au poste de quart pour Green Bay. On enregistre le podcast, comme on l'a dit tout à l'heure, mercredi matin. Donc, on sait pas encore si Jordan Love sera en mesure de jouer. Lui qui a été victime d'une commotion cérébrale. Puis, en tout cas, si j'avais à parier, je crois qu'il va rater la rencontre parce que tu as vu le jeu sur lequel il s'est blessé. Tu sais, ça a été tout un contact casse à casque là, dont il a été victime. Alors, ouais, moi, même avec Malik Willis, moi, je vais choisir les Packers pour gagner. Puis cette défense-là de Baltimore, elle n'a pas été bonne pendant toute la saison. Là. Mis à part quelques matchs ici et là. Alors, j'ai plus confiance en Green Bay à se rendre à ce stade de la saison. Là. Xavier Théroux sur Spotify nous a laissé un joli commentaire et je vais vous le lire. Ça dit « Merci messieurs pour votre rigueur et votre humour. » Bon, l'humour, c'est surtout moi. Là. Didier, c'est pas un gars qui aime rire dans la vie, je tiens à le mentionner. On vous écoute en famille, donc, dans la voiture. Ça aussi, c'est une blague, tu vois. Ça aussi, c'est une blague. On vous écoute tu vois une tentative de blague. Ouais. On vous écoute en famille dans la voiture cette semaine. Ma conjointe s'est esclaffée de rire sur la référence de Marc-André à Fall Out Boys. Tellement qu'elle a réveillé les bébés qui dormaient en arrière. Moi aussi, il ne faut jamais réveiller les bébés. En tant que propriétaire de bébés, quand ça dort, c'est parfait. Quel match entre les Rams et les Seahawks? Serait-ce possible d'avoir les commentaires de Georges Larac sur son équipe qui est aujourd'hui en tête de l'association nationale? Sam Darnold, pas toujours facile, mais il est combatif. Santé et prospérité. Santé et prospérité à vous et votre famille, Xavier Théroux. Et je pense que, ne reculant devant rien, Didier est une petite surprise. À la demande de Xavier, je pense que tu as répondu à sa demande. Je te laisse prendre la parole.
Oui, ben oui, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Georges Lara, grand partisan des Seahawks. On l'avait reçu au podcast avant le début de la saison. Puis George, il croyait vraiment pas en Sam Darnold. Alors Xavier, en cette veille de Noël, ben votre souhait est exaucé. Voici un cadeau pour vous. Voici ma conversation avec Georges Larac. Georges, la dernière fois qu'on s'était parlé, la dernière fois que tu étais venu au podcast, tu étais réticent à la suite de l'arrivée de Sam Darnold à Seattle. On s'était parlé au cours de l'été, la saison régulière avait pas encore commencé, mais là, on se parle, puis les Seahawks sont au premier rang de l'association nationale. Si les éliminatoires commençaient aujourd'hui, ils auraient l'avantage du terrain jusqu'au Super Bowl. Et Darnold, mis à part un match, là, la première rencontre contre les Rams, lorsqu'il avait été victime de 4 interceptions, il a été solide depuis le début de la saison. Est-ce que tu es prêt à présenter tes excuses à Sam Darnold ou t'attends les éliminatoires? T'attends les matchs éliminatoires pour voir qu'est-ce qui va arriver? Sais-tu quoi? Non, je dois des excuses parce que je pensais qu'on allait jouer pour 500. Moi, je te dis, j'ai capoté toute l'année, même si on gagnait, j'étais là, Sam Darnold, j'y croyais pas. Sais-tu quand j'ai présenté mes excuses à Sam Darnold? Quand C'est ça? le dernier match contre les Rams. Ah Les oui. Rams. Il restait 8 minutes, on perdait par genre 12. Puis c'est jamais arrivé dans l'histoire des Rams avec une avance de même qui perdait. Puis nous, c'est jamais arrivé qu'on a gagné quand on perdait par genre, c'était 12 ou 14, il restait 8 minutes au quatrième quart. Puis l'affaire avec Darnold, la grosse question avec lui, c'est que les matchs prime time comme ça, les matchs importants, il n'était pas capable de les gagner. Puis ça, de revenir de l'arrière de la façon qu'il l'a fait, ça donne confiance à l'équipe. Ça donne confiance au fait qu'en série, il va être capable parce que c'était une excellente équipe, les Rams. Les Rams avaient la game. Puis ce que Darnold a fait en fin de match, la passe qu'il a faite à une main à Cooper Kupp, qui a gardé ses pieds sur le terrain, tout ce qu'il a fait pour égaliser, puis après ça, on est allé pour le 2 points. C'était écœurant, puis je pense que c'est le match que moi, je pense que maintenant, on peut être dangereux. Puis je m'excuse à Sam Darnold que j'ai pas cru en toi. J'étais à Seattle cette année, je riais de lui, même si on a battu les Cards, parce que c'était Jacoby Brissett qui était le corps qui allait pas battre les Cards, puis Jacoby Brissett. Oui, la défense, je pense que la Darnold. défense des Seahawks a marqué 2 touchés, je pense, dans ce match-là même. Non, mais Vic, c'était fou, là. On a fait comme 40 points, 48 points. C'était Je m'en fou, souviens. mais j'ai riais quand même de Darnold, pareil. Parce que, tu sais, j'ai pas cru en lui jusqu'au match contre les Rams. Puis là, maintenant, je regarde, parce que l'équipe qu'on a, la défensive et tout, puis, hey, à part ça, une petite parenthèse, je pense que les gens, on comprend pourquoi on a laissé aller DK Metcalf, hein? Ben oui, hein, avec sa suspension, ça n'a aucun bon sens. Hein. Hey, mais justement, toi qui es un partisan des Seahawks, Georges, j'en parlais en ondes lorsque j'étais durant notre émission d'avant-match à RDS lundi. Tu sais, DK, il a un historique de perdre les pédales durant les matchs. Souviens-toi, lorsqu'il jouait pour les Seahawks, tu sais, des fois, il écopait de mauvaises pénalités. C'est comme si les fils se touchaient. Mais là, d'aller donner un coup de poing, tu sais, il a raté son coup de poing, là, mais quand même, tu sais, envers un partisan, on ne sait pas qu'est-ce qui a été dit, mais c'est pas quelque chose qui se peut faire. Tu sais, je veux pas me sentir, je veux pas être trop sévère à son endroit, parce qu'on sait pas qu'est-ce qui a été dit. Puis, tu sais, il y a certaines choses qui peuvent être dites, puis, tu sais, tu peux ne pas être en mesure de contrôler tes émotions, tu sais. Attends, j'ai lu par rapport à ça, check bien. Lui, il a dit comme quoi qu'il y a des propos racistes. Là, maintenant, il y a une enquête qui a été faite. Les gens autour du joueur en question ont dit qu'il n'y a eu aucun propos raciste. Il n'y en a eu aucun. Mais lui, il a utilisé ça comme défaite. Fait que ça a l'air, il n'y a pas eu de propos racistes. Et il a juste dit vrai dans tout ça, c'est ça l'affaire, tu sais. Les gens autour sont peut-être des amis du fan. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Parce que là, le gars, là, tu sais, le gars, là, maintenant, il parle tu sais, d'aller en cours, il a pris des avocats, puis il veut le poursuivre, ça, c'est sûr. Mais l'affaire peut-être le gros lot, là. Tu sais, aux États-Unis, tu peux poursuivre les gens pour pratiquer n'importe quoi. L'affaire qui est con dans ça pour DK, c'est que, comme tu sais, c'est que là, maintenant, ils viennent de perdre sa garantie. Si l'équipe le release... Tu parles de quoi? De 40 millions, je pense, c'est ça? Oui, sa garantie de 40 millions, elle vient de tomber. Quand tu fais quelque chose comme ça, détriment de l'équipe, la garantie tombe. Fait que maintenant, il va toucher son argent s'il joue, s'il garde. Mais s'il cote, n'importe quel moment, il a perdu sa garantie. Tu sais, c'est un bon joueur. Je pense pas qu'il va être coupé parce que c'est un excellent joueur, mais... Non, c'est leur seul receveur. Football, plus, hein, ouais, mais au football, c'est fou comment que ça arrive souvent. Hein? Tu sais, des affaires de même où que les joueurs disjonctent de même, puis tu vois des choses que tu te dis, qu'est-ce qu'il fait là? Au football, ça arrive souvent que des gars,
Tu sais, quand on parlait de la maladie dégénérative au cerveau dans le football, comme quoi peut-être que l'afflux des contacts fait en sorte peut-être que ça les affecte plus. Parce que des fois, des choses que tu vois que les gars font dehors du terrain, tu te dis, ouais, parce que tu te dis des affaires qu'ils font, pourquoi tu fais ça? Pourquoi DK va agir? Écoute, le fan, il est loin là, de DK. Ouais. Si t'en vas DK était dans l'erreur. Sur toi. DK était dans l'erreur. Comme tu viens de le dire, le partisan était loin. Qu'est-ce que tu fais là? Le match est en cours en plus. Tu sais, pourquoi tu vas avoir une conversation avec le partisan? C'est quoi tu fais? Puis où était la sécurité? Mais pour en parler du comportement de certains joueurs de football, tu sais, pour jouer au football, il faut que tu aies un côté violent de ta personnalité à la base. Parce que c'est un sport violent. Donc, quand tu es dans le contexte d'un match, puis tu sais, tu es un athlète professionnel, tu n'es pas la même personne que tu étais lorsque tu étais sur la patinoire à l'extérieur de l'aréna. Tu sais, t'es une autre personne, puis il s'en prend pas beaucoup des fois pour être provoqué, pour se sentir provoqué. C'est pour ça que je te disais où était la sécurité. Mais DK est complètement dans l'erreur, il n'y avait pas d'affaire à aller parler aux partisans. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Exact. Non, c'est pour ça que là, maintenant, les Steelers en plus qui se battent en plus pour finir premier, là, ils devraient être corrects, mais là, tu perds un gros morceau. Oui, c'est ça, exactement. Mais en tout cas, ils sont chanceux parce que là, si les Ravens perdent au cours du week-end prochain, là, peu importe, les Steelers vont assurer une place en éliminatoire. Peut-être que Lamar ne jouera pas. Bref, on verra bien. Ouais. Mais écoute, je vais te parler des Seahawks. Je veux qu'on continue de parler des Seahawks, là, ton club. Donc maintenant, à l'approche des éliminatoires, on ne sait toujours pas si ils vont terminer au premier rang de l'association nationale, mais peu importe. Là, c'est une des meilleures équipes de la NFC, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Là. T'anticipes quoi là, pour les Seahawks en éliminatoire? Est-ce que tu crois qu'ils ont l'équipe, justement, pour se rendre jusqu'au Super Bowl? Finalement, le jeu au sol s'est mis en marche là, la semaine dernière contre les Rams, puisque le jeu au sol a vraiment été inconstant cette année, malgré le fait que Kenneth Walker, pour une fois, il n'a pas été blessé depuis le début de la saison. Oui, ça c'est vrai. Non, mais pour vrai, là, je regarde mon équipe, puis c'est tellement fou à dire, parce qu'au début de l'année, j'y croyais pas. J'y croyais pas, je me disais, on n'a pas d'équipe, on va rien faire, on va jouer pour 500. Puis j'étais à Seattle, j'étais voir un match, notre défensive, elle est malade. Elle est incroyable. Il n'y a pas un mot négatif à dire là-dessus. Notre botteur est fou. Tu as vu le botté de 60 verges, justement. On a tous les morceaux, puis c'est juste Darnold, le gros questionnement que j'avais. Puis je pense qu'après le match contre les Rams, je pense que là, maintenant, ça lui a donné confiance. Ça a donné confiance à toute notre équipe. Puis pour voir, on s'en va au Super Bowl. Je sais que je suis parti à une équipe qui allait même pas faire les séries, mais de ce que j'ai vu cette année, c'est Super Bowl. Smith Njigba, il est incroyable. Tu peux pas le marquer, ce gars-là. Ce gars-là, justement, la vitesse. On vient de parler de DK. On avait des doutes là, lorsqu'ils ont échangé Metcalf à Pittsburgh. Là, on se disait, OK, ils vont vraiment y aller avec Smith Njigba comme receveur numéro 1. Souviens-toi, on n'était pas certain. En tout cas, je veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais moi, j'étais pas certain. Ouais. Puis là, ils ont fait l'acquisition de Cooper Kupp. Ben là, on s'est rendu compte que Cooper Kupp est fini. Mais est-ce que tu es surpris, toi aussi, de la saison que Smith Njigba a eue jusqu'à présent? C'est sûr que je suis surpris. Pour vrai, l'équipe, quelle belle vision. Parce que tu sais que si DK Metcalf reste, il faut que tu donnes plus de ballons à DK Metcalf, c'est le vétéran. Puis là, Njigba, c'est le second violon. Là, maintenant, tu as fait la décision d'aller DK. Puis moi, c'était un monstre de 6 pieds 5 qui court aussi vite que les meilleurs receveurs de la ligue. Là. C'est une machine. Puis là, je me dis, qui va remplacer ce gars-là? Quelle belle décision ça a été. Parce que Njigba, maintenant, il a tous les ballons. Il est rapide, il est écœurant. C'est un gars d'équipe. Puis c'est exceptionnel. Pour vrai, tu le regardes aller et tu comprends pourquoi il fallait lui donner la place. Puis tu sais, Cooper Kupp, comme second violon, c'est correct. T'sais, c'est pas le receveur numéro 1, mais il est là, puis il va faire des attrapés clés. T'sais, c'est le fun de voir ça. Charbonnet, au sol, il est là de temps en temps pour changer l'attaque avec Kenneth Walker. T'sais, pour vrai, c'était vraiment Darnold, le gros questionnement de s'il allait être capable de faire la job, parce que c'était un gars, comme j'ai dit l'année passée avec Minnesota, comme il a fini l'année, quand t'as Addison puis Jefferson comme receveur, puis t'as fini comme t'as fini, là, c'était une vraie honte. C'est pour ça que je regarde ça, notre équipe. On va avoir... Le bye week, c'est la clé. Moi, je pense qu'on va l'avoir. J'espère que ça va pas jouer le dernier match contre les 49ers. Ça serait trop énervant, là. Mais je pense que le bye week, on va l'avoir. Parce qu'on devrait finir premier. Puis ça, c'est une grosse... Tu le sais, les blessures dans la NFL, c'est un gros avantage d'être reposé. Puis surtout si à la sortie de l'année, tout le monde a des blessés. Tout le monde est... Il y a personne qui est à 100% là, à la sortie de l'année. T'sais. Ouais. C'est pour ça que quand je regarde ça, je me dis... Man, je pensais pas ça, mais avoir le bye week, c'est tellement un beau luxe.
parce que les Rams, après ça, ça va être l'équipe à battre. Fait que laissons les Rams s'entretuer, là, d'avoir un match tough avant qu'éventuellement on les batte pour aller au Super Bowl. Ouais, mais écoute, comme tu as dit, il faut donner crédit à John Schneider, hein, le DG des Seahawks. Il savait qu'est-ce qu'il faisait. Même la décision de se débarrasser de Geno Smith, moi, initialement, j'étais contre ça. Moi, je me dis, écoute, Pour vrai? Geno Smith, moi, je me dis, si on améliore la ligne à l'attaque, ça va aider Geno Smith. Clairement, je me suis trompé. On voit le genre de saison que Geno, avec les Raiders, mais encore là, il s'est retrouvé dans une situation où la ligne à l'attaque est encore pire que celle des Seahawks l'année passée. Tu te souviens-tu, quand je t'ai parlé de Geno Smith, comment je t'ai dit je le détestais? Ouais, J'étais content qu'on s'en débarrasse. Moi, j'ai jamais été un fan de Geno Smith. Je le trouvais sévère, mais t'avais raison. Ouais, je sais. Puis quand on s'est débarrassé, j'ai pleuré, j'ai dit c'est encore pire, Sam Darnold. Mais finalement, j'ai eu tort. Sam Darnold me l'a mis des dents. Pour vrai, si je le vois à un moment donné, là, parce que je vais souvent à Seattle, je vais m'excuser. Je veux dire, Sam, je suis vraiment désolé. Je m'excuse. Ouais, ben, attends les éliminatoires. Attends de voir qu'est-ce qu'il va y avoir d'éliminatoires d'abord. Ouais. Non, je sais. Hey, mais il faut que je te dise de quoi par rapport à une autre équipe, par contre. Vas-y. Je vais parler des Bears un peu. Il faut que je parle un peu des Bears. Je vais te dire pourquoi. Tu sais, dans la vie, quand on parle du karma, quand tu fais quelque chose de mal puis ça te revient, est-ce que tu te souviens du fameux match des Bears quand ils ont joué contre les Lions? Quand les Bears sont fait détruire, puis les fans riaient de Ben Johnson quand il est parti? Parce qu'il faisait partie du coordonnateur offensif des Lions qui est parti avec les Bears. Oui. On a runné up le score, puis ils ont fait exprès. Tu sais, qu'un match hors de portée, là, tu n'essaies pas de scorer, puis ils ont continué à scorer, faire des points, pour humilier Ben Johnson puis les Bears, tu te souviens? Oui, je m'en souviens, Regarde, les Bears sont où aujourd'hui? Ils voulaient prouver quelque chose, ouais. Regarde qu'est-ce que Ben Johnson a fait avec les Bears. S'il serait resté avec les Lions font-tu les séries? Hein? Tu vois comment il était important? Mal, là, pour eux, ouais. Ben oui, c'est-tu écœurant, pareil? Ben Johnson, maintenant, il regarde les Lions puis ils disent « Moi, je suis en série, vous autres, vous allez les manquer. » Je trouve ça incroyable à la NFL, comment c'est fou. Mais en passant aussi, Didier, cette année, c'est l'année la plus folle. Les surprises, là, les Survivors, je pense que si le monde en a fait, qu'il y a eu 600 000 cette année. C'est tellement imprévisible. C'est tellement imprévisible cette saison-là de la NFL, parce qu'il n'y a pas une équipe dominante là, qui ressort du lot. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, les Seahawks sont premiers dans la NFC, mais on s'entend qu'ils sont coude à coude avec les Rams. On vient de voir les deux équipes s'affronter. Le match a été super Les 49ers aussi. Les Niners sont là, ils sont rendus à 12 victoires. Ouais, voilà. Puis là, quand tu regardes du côté de l'AFC, elle est où l'équipe dominante? Il n'y en a pas vraiment, tu sais. On ne sait toujours pas qui va terminer en première position. Peut-être ça va être les Patriots. Vas-y. Je te surprenne, qui que je passe va au Super Bowl de l'autre côté, tu vas rire de moi. Puis je pensais jamais dire ça au début de la saison. Jacksonville? Les Pats. Ah, les Pats. Je sais pas pourquoi. Écoute, même les Jaguars pourraient se rendre au Super Bowl rendu là, puis je serais pas si surpris que ça. Parce que Joe Burrow participera pas aux éliminatoires. Les Chiefs sont pas là. Mahomes n'est pas là non plus. Si la tendance se maintient, Lamar Jackson et les Ravens vont pas participer aux éliminatoires. Donc, c'est ouvert. Les Eagles, c'est plus la même équipe. Depuis qu'AJ Brown a fait la baboune, l'esprit d'équipe est cassé. Le jeu au sol est cassé. Barkley, c'est pas comme l'année passée. Je vois pas les Eagles répéter. Les Bills, il manque trop de morceaux. Je vois pas les Bills gagner non plus. Ça va être une équipe nouvelle qui s'en va au Super Bowl de l'autre côté. Moi, je te dis, j'allais encore des dents, celle-là. Butler m'a volé un Super Bowl. Quoi de mieux qu'un rematch? Seahawks-Pats. Puis là, on prend notre revanche du maudit cette interception de Butler. Puis on bat les Pats. Combien de fois on va voir cette interception-là durant la semaine du Super Bowl? En fait, durant les 2 semaines avant la rencontre, avec la semaine de congé, constamment, on va revoir ce jeu-là. La réaction de Richard Sherman sur les lignes de côté, qui en revenait pas. Il avait l'impression, là, on dirait qu'il venait d'assister à un accident de la route. Là. Il en revenait pas de la décision de Pete Carroll. Ça serait bien. Ça serait quelque chose. Mais je veux dire une chose, par exemple, aux gens qui nous écoutent par rapport à la décision de Pete Carroll, que le monde dit, c'est quoi cette décision-là? OK? Didier, sois honnête, OK? Est-ce que tu as toujours sur le cœur en passant? Oui, toujours. Les passes nous une bague. Sois honnête, OK? Si, OK, le dernier match contre les Rams, McDonald décide d'y aller pour convertir 2 points pour la victoire. S'il manque, est-ce que tu critiques avec le fait qu'on gagne pas on n'a pas le bye week à cause de la décision de McDonald de ne pas aller pour un point, faire confiance à sa défensive avec 3 minutes qui restent? Comment tu aurais réagi si on n'aurait pas eu? J'aurais dit que c'était la mauvaise décision, ouais.
Fait que tu vois, c'est la même affaire qu'au Super Bowl, Big. Puis des fois, il faut que tu prennes des chances. C'est le résultat qui compte. C'est tout le temps ça. On s'entend, là. Tu sais, quand les équipes ils vont pour 2 ou ils vont sur un 4e essai à la place de prendre le botté de précision, c'est le résultat qui compte. C'est toujours ça. Tu sais. Mais ça avait été tout un jeu de Malcolm Butler. Les Patriots étaient prêts par la formation. Ils savaient exactement ce qui s'en vient. Mais quand même, je veux pas retourner dans le passé, mais t'avais Marshawn Lynch dans le champ arrière. Le joueur parfait à la porte de la zone des buts. Faut que tu lui donnes le ballon. Mais tout le monde s'attendait à ce que Marshawn Lynch lèche le ballon. Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait le ballon. Fait ça, c'est le raisonnement de Pete Carroll. C'est ça que Pete s'est dit. Oui, mais Big, ou pas que les joueurs de Pats pensaient tous que Marshawn Lynch avait le ballon aussi. Fait que tout le monde se préparait pour aller le bloquer. C'est pour ça que Butler, il avait pas d'affaire là. Il était comme chanceux. Il y a personne qui s'attendait à une passe. Puis tout d'un coup, il a dit, le ballon s'est retrouvé dans ses mains. Mais j'avais vu un documentaire là-dessus. J'avais vu un documentaire d'NFL Films. Puis, ils avaient sorti des images des Patriots à l'entraînement qui se pratiquaient contre ce jeu-là. Tu sais, par la formation, j'oublie c'est quoi la formation là, que les Seahawks avaient utilisée. Puis, ils étaient prêts à affronter ce jeu-là, Georges. Tu sais, ils s'étaient préparés pour. Tu sais? Ouais, ça, je savais pas ça. Ouais, c'est un des documentaires là, d'NFL Films sur la victoire justement des Patriots cette année-là au Super Bowl. Tu as la chance de le voir. Dedans, tu vois le visuel à l'entraînement des Patriots durant la semaine du Super Bowl, quand ils s'entraînaient. Puis ils se préparaient contre ce jeu-là dans cette situation-là. Donc, s'ils avaient donné le ballon à Marshawn Lynch, ils auraient peut-être eu plus de succès. Mais bref, gars, ça fait quoi, 10 ans peut-être de ça? Fait que, comme on dit, le passé n'existe pas. Mais si on a un Super Bowl, Patriots, Seahawks, on va revoir ce jeu-là constamment. Puis ça va être l'occasion pour ton équipe, là, justement, de venger cet échec-là. En tout cas, c'est quoi? Je pense que je vais souhaiter que ça soit ça, le duel au Super Bowl. Sérieusement. C'est qui ton équipe, en passant? C'est qui ton équipe? J'ai pas d'équipe favorite. Les gens me demandent ça constamment, mais j'ai pas d'équipe favorite. J'en ai jamais vraiment une. J'ai des joueurs favoris que j'aime voir jouer, mais j'ai pas vraiment d'équipe favorite. Tu sais, une petite portion de mon cœur est avec les Bills, parce que mon joueur favori, quand j'étais jeune, c'est Bruce Smith, ancien chasseur de cartes des Bills de Buffalo. Puis, juste pour les partisans des Bills, tu t'en souviens, là, nous, on est assez vieux pour se rappeler des 4 défaites consécutives des Bills au Super Bowl. Je me dis, ça serait bien si Buffalo il sera en mesure de gagner un Super Bowl. Mais avec leur défense contre la course là, cette année, j'ai l'impression que tôt ou tard, ça va venir les rattraper. Mais on va voir. Il est sur Superman en Josh Allen. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ben écoute, Georges. Hey, je te remercie encore une fois d'avoir accepté mon invitation afin de venir de jaser des Seahawks puis un peu des autres équipes de la NFL. Je te souhaite de passer un joyeux Noël. T'es à Edmonton présentement avec ta famille, avec tes enfants. Fait je te souhaite là, de maximiser justement ton temps à famille durant la période des fêtes. Fait qu'écoute, joyeuse fête, Georges, puis porte-toi bien. Merci mon frère, merci beaucoup. Donc les Seahawks à 12-3 vont affronter les Panthers en Caroline qui sont 8-7. Seattle favori par 7,5 au preneur au livre. En fait, Seattle a le contrôle de sa destinée et surtout du premier rang de l'association nationale en ce moment. C'est intéressant, je ne pensais jamais dire ça, Didier, en début de saison. Sam Darnold va affronter son ancienne équipe ou l'une de ses anciennes équipes. Comment tu vois ce match-là, Didier? Les Hawks Panthers? Comment je vois ça? Je vois une victoire des Seahawks, Marc-André. OK? Parce que le premier rang de la section sud de l'américaine va se décider lors de la 18e et dernière semaine d'activité entre les Panthers et les Buccaneers. Du moins, c'est mon souhait. C'est ce que j'aimerais voir, là. On assistera au premier match éliminatoire, bref. De la saison 2025. Mais les Seahawks, écoute, là, ça a tellement été une grosse victoire de leur part là, la semaine dernière contre les Rams de Los Angeles. Alors, tu sais, je pense qu'on va continuer là de cette façon-là. Tu sais, j'en ai parlé avec Georges. Sam Darnold, il doit avoir gagné en confiance après avoir été en mesure de livrer la marchandise lors d'un match important présenté aux heures de grande écoute. Il veut pas revivre la fin de saison qu'il a eue l'année dernière avec les Vikings du Minnesota. Puis les Panthers, bon, écoute, ils ont gagné la semaine dernière contre les Buccaneers de Tampa Bay. Mais tu sais, on s'est fait traverser durant ce match-là. Les Buccaneers ont été capables de mettre sur pied des longues séquences. La défense des Panthers n'était pas capable de quitter le terrain. C'est juste qu'on n'a pas était en mesure de terminer ces séquences-là avec des touchés à toutes les fois du côté des Buccaneers de Tampa Bay. Puis, c'est une autre, oui, ça a été une autre victoire pour les Panthers, Marc-André. Encore une fois,
moins de 200 verges par la passe pour Bryce Young. Il n'a pas été victime de revirement, si je me souviens bien. Mais ça va prendre plus que ça contre les Seahawks de Seattle. Puis je pense que les Seahawks, ils sont pas dans la même catégorie que les Panthers à Caroline. Je sais que les Panthers, il y a quelques semaines, ont été en mesure de surprendre les Rams de Los Angeles à domicile. Mais ça va pas se répéter contre les Seahawks de Seattle, je crois pas. Les Panthers avaient provoqué des revirements lors de ce match-là. C'est de cette façon-là qu'ils avaient été en mesure de surprendre les Rams. Mais je pense qu'on va bien protéger le ballon du côté de Seattle. Puis j'ai mis le fait que l'attaque au sol, on en avait parlé la semaine dernière, l'attaque au sol de Seattle a fonctionné. Kenneth Walker a connu un fort match la semaine dernière. Alors j'espère que ça a débloqué pour de bon au niveau de l'attaque terrestre des Hawks. Mais moi, je choisis Seattle pour gagner. C'est presque ce que tu dis, mais c'est fou à quel point l'attaque des Panthers, c'est comme des étincelles d'explosivité. T'sais. On fait pas grand-chose, pouf! La longue passe à Tetero McMillan pour un toucher. Ou, tu sais, je trouve que les Panthers ont manque de constance en attaque. C'est un peu le cas de Sam Darnold aussi, mais moins. Je pense que l'attaque la plus explosive des deux est de loin celle des Seahawks. Si on parle des Seahawks, on dit souvent que les équipes de l'Ouest qui voyagent sur la côte Est ont de la difficulté à jouer. Les Seahawks, cette année, sont 4-0 face aux équipes à l'étranger, face aux équipes de la côte Est. Donc, c'est pas un problème pour Seattle. On voyage très bien. On avait une séquence là, d'une dizaine, 10 ou 11 victoires sur les terrains adverses à un moment donné cette saison. Moi aussi, je prends les Seahawks pour remporter ce match-là. Oh! Les Eagles à 10-5 vont affronter les Bills. Les Bills à 11-4. Buffalo à domicile, favori par 1,5 au preneur au livre. Didier, là, ça va se passer au sol, ce match-là. Parce que les Eagles, là, on est en train de retrouver nos lettres de noblesse au sol. Philadelphie, lors des 12 premiers matchs de la saison, on accumulait en moyenne 102 verges au sol. Depuis 3 semaines, 174 verges au sol. Saquon Barkley est en feu au bon moment. On est en train de, comme je le disais, de retrouver les Eagles de 2024. C'est sûr que vous allez me dire que là-dedans, il y avait les Raiders et les Commanders qui sont pitoyables au sol, mais quand même, je pense que les Eagles vont savoir exploiter la défense des Bills, qu'on dit semaine après semaine qu'elle est pitoyable contre le jeu au sol. 144 verges allouées en moyenne au sol, 3e plus au total dans l'NFL. Je pense que c'est là que ça va jouer. Ça va être l'attaque au sol des Eagles versus le front défensif contre le jeu au sol des Bills. Je pense que les Eagles sont outillés pour l'emporter. Là, tu parles avec ton cœur ou avec ta tête, là, en tant que partisan des Eagles? Je viens de te faire des chiffres, là. Je me suis servi de chiffres. Ouais, non, c'est vrai, t'as des chiffres à l'appui. Moi, la statistique qui m'a surpris, c'est que les Bills de Buffalo, ils ont accordé plus de 185 verges au sol 6 fois cette année. 6 fois. Mais malgré tout, ils ont une fiche de 4 victoires et 2 défaites lors de ces matchs-là. Tu sais, c'est ça qui est surprenant. Ça va être un test là. Pour les Eagles. On va voir si Philadelphie s'est vraiment replacé. Si cette attaque au sol-là, comme tu viens de le mentionner avec les statistiques et tout, mais là, si elle va être capable de produire contre une bien meilleure équipe qu'on a affrontée lors des dernières semaines en cette formation des Bills de Buffalo, ça va être un test aussi pour la défense des Bills. J'ose croire que là, du côté des Eagles, on a finalement réalisé qu'est-ce qui aurait dû être notre identité depuis le début de la saison, le jeu au sol avec Saquon Barkley. Même Tank Bigsby a connu un bon match la semaine dernière. Alors j'ai hâte de voir ça, cette confrontation du jeu au sol des Eagles contre la défense, contre la course des Bills de Buffalo. Mais Buffalo m'a déçu la semaine dernière, on s'en était parlé dimanche soir, là, c'était tout pris pour battre les Browns de Cleveland. Donc Josh Allen, il a subi une blessure à un pied à un certain moment donné durant la rencontre. Alors ça aussi, ça va être à surveiller, mais je vais choisir Buffalo pour l'emporter. Le match va être présenté, oui, justement, à Buffalo. On sait qu'il ne reste plus beaucoup de matchs dans le vieux stade à Buffalo. On va déménager dans un nouveau stade l'année prochaine. DeAndre Hopkins, le bloqueur à gauche des Bills, a dit qu'on veut terminer ça sur une bonne note. Surtout qu'on ne sait toujours pas si on sera en mesure de disputer des matchs éliminatoires à Buffalo. Donc, ça va être la fête là, à Buffalo. On veut que ça se termine bien dans notre stade. Alors, je vais choisir les Bills afin de vaincre tes Eagles. L'affaire, c'est que les Bills jouent excessivement bien à domicile cette saison. Fiche de 6-1 cette année avec la neige et tout. J'ai hâte de voir. L'objectif des Eagles, c'est de garder évidemment Josh Allen sur le banc. On va potentiellement saluer le retour de Lane Johnson et de Jalen Carter en défense.
Ça, c'est vraiment deux gros morceaux qui s'ajoutent du côté des Eagles. Je pense que j'ai envoyé à Guillaume que je prenais les Bills, mais je suis en train de me convaincre du contraire. La partisanerie est en train de prendre le dessus. Tu vas avec ton cœur, là. Tu vas avec ton cœur. C'est ça qui arrive. Je vais prendre les Eagles pour l'emporter face aux Bills en fin de semaine, Didier. Voilà. Les Bears à 11-4 vont affronter les Niners à 11-4. C'est un match qui sera présenté dimanche soir. C'est le Sunday night, comme on dit. San Francisco favori par 3 au preneur au livre. J'ai bien hâte de voir ce match-là parce qu'on a vu à quel point on n'a aucune pression là, sur le corps du côté des 49ers. Philip Rivers avait l'air du Philip Rivers de 2010, lundi soir par moment. Ça, c'est inquiétant. Je pense que Caleb Williams pourrait connaître l'un de ses meilleurs matchs de la saison si, justement, il peut travailler à son aise, là, à sa guise dans sa pochette. Ouais, tu l'as dit, parce que ça, c'est comme si là, personne n'en parle de ça, là, de l'unité défensive des 49ers, étant donné que l'attaque, on a marqué près de 50 points un lundi soir à Indianapolis, mais c'est tellement vrai que ce que tu as dit. Tu sais, les Niners, avant la rencontre, ils avaient seulement 16 sacs. Ça, c'est bon pour le dernier rang dans toute la NFL. Myles Garrett a plus de sacs que eux, là, à lui seul. Puis, ben c'est ça, on était incapable de mettre la pression sur un carrière de 44 ans qui est littéralement une statue dans la pochette. Ça va rattraper les 49ers. On connaît vraiment une belle saison, malgré le fait qu'on n'a plus de ligne défensive. C'est pratiquement toute la ligne défensive partante des Niners qui est sur la liste des blessés. J'ai choisi les 49ers, mais c'est quoi? Je vais changer mon choix. Je vais y aller avec les Bears. Je vais y aller avec les Bears parce que cette défense-là des Niners qui on l'a vu, là, c'est ça. Là. Il y a des carences défensivement, tu viens de le mentionner. Alors, je change mon choix, Guillaume, officiellement. J'y vais avec les Bears. Les Bears vont aller à San Francisco puis ils vont l'emporter. Puis on sait que les Bears sont en mesure de courir avec le ballon. Alors, ouais, j'y vais avec Chicago. Tu sais pourquoi les 49ers vont l'emporter, Didier? Vont l'emporter dimanche soir? Dis-moi ça, parce que les Bears, on accorde en moyenne 131 verges au sol. On a l'une des pires défenses contre le jeu au sol lors des derniers matchs. C'est vraiment pas une bonne statistique, ça, lorsque de l'autre côté, tu as Christian McCaffrey. Moi, je pense que ça va être un gros match pour Christian McCaffrey. Brock Purdy sort d'un match où il a lancé 5 passes de toucher. On commence vraiment on commence à voir là, qu'à l'approche des éliminatoires, les 49ers veulent être pris au sérieux. Moi, je pense qu'ils vont l'emporter. Surtout que les 3 des 4 défaites des Bears cette saison ont été subies sur la route. Moi, je pense qu'ils vont subir une 4e cette semaine. Ouais, ça a été un rare match au cours duquel... Ouais, excuse-moi, juste parce que tu m'as fait penser à ça en parlant de Christian McCaffrey. Ça a été un des rares matchs où il a eu une bonne moyenne de verges par course lors de la victoire des Niners contre les Colts d'Indianapolis. Généralement, depuis le début de la saison, oui, on lui remet beaucoup le ballon, mais c'est moins de 4 verges par course. Alors peut-être que ça, c'est un signe encourageant, mais je veux juste mentionner que il a atteint maintenant, McCaffrey, la marque des 1000 verges au sol. Il lui manque 163 verges par voie de réception pour atteindre la marque des 1000 verges par voie de réception et également pour devenir le premier joueur, le tout premier joueur de l'histoire de la NFL à avoir 2 saisons de 1000 verges au sol et par voie de réception. Alors, c'est ça. Donc, 163 verges par voie de réception en 2 matchs. J'ai l'impression qu'on va lui lancer le ballon en sortant de champ arrière là, afin de lui donner la chance d'établir ce record du côté de la NFL. Et tu me fais penser... George Kittle n'a pas complété la rencontre. Il est blessé à une cheville, puis ça avait l'air vraiment difficile pour lui après le match. George Kittle, on le sait, c'est un excellent délit rapproché, mais c'est surtout l'un des meilleurs bloqueurs à la position de délit rapproché dans la NFL. On a vu depuis son retour au jeu, c'est un peu là qu'on a vu le jeu au sol se mettre en marche du côté des 49ers. Je pense que c'est une blessure ou en fait quelque chose à surveiller au cours de la semaine, là, à savoir la disponibilité de George Kittle dans ce match-là. En rafale, maintenant, les Cowboys qui ont une fiche de 6, 8 et 1 vont affronter les Commanders qui sont 4 et 11. Ce sera un match présenté jeudi. Dallas favori par 7 au preneur au livre. Pourquoi? Parce que Josh Johnson sera au poste de quart pour les Commanders. Josh Johnson, tu sais, une fois qu'il est entré dans le match la semaine dernière, c'est terminé, là. Tu vois la différence entre lui et Marcus Mariota, là, tu sais, c'était tellement évident, là. Puis c'est pas comme si Marcus Mariota était un carrière étoile, lui-même c'est un carrière réservé. Je sais pas pourquoi Josh Johnson est toujours dans la NFL. C'est au cours au fil du temps, là, on l'a vu, là, tu sais, ça menait en relève.
puis ça va jamais bien. Il doit être vraiment un super bon gars, il doit être très apprécié dans le vestiaire pour toujours avoir un poste de carrière dans la NFL. Choisis les Cowboys pour l'emporter. C'est aussi simple que ça. Avec la présence de George Johnson, Dallas devrait gagner cette rencontre-là, mais mon Dieu que la défense des Cowboys en a arraché la semaine dernière encore une fois. Même chose pour moi. Je pense que Dak Prescott, C.D. Lamb, George Pickens et compagnie vont avoir du plaisir, à moins justement qu'on prenne trop l'avance là, à cause que c'est Josh Johnson de l'autre côté, puis qu'on s'en remette toujours au sol avec Javonte Williams. Bref, moi aussi, je prends les Cowboys pour l'emporter. Les Broncos, à 12-3, vont affronter les Chiefs. Ils ont juste hâte que la saison se finisse. À 6-9, c'est un autre match jeudi. On verra donc Bo Nix contre Chris Oladokun. Je ne sais pas si je prononce son nom comme il faut. Denver favorise, attention, par 13,5 au preneur au livre. Je vais te lancer sur ceci, Didier. Est-ce que c'est le dernier match de Travis Kelce à Kansas City? Ben, je l'espère pour lui. On doit tourner la page du côté des Chiefs. Puis c'est aussi simple que ça. Il faut profiter de cette occasion-là pour rebâtir l'équipe autour de Patrick Mahomes. Le fait qu'on va rater les éliminatoires, on va peut-être même avoir un choix dans le top 10, parce qu'on l'a vu la prestation des Chiefs la semaine dernière contre les Titans du Tennessee. Bon, on a perdu Minshew, Oladokun est envoyé dans la mêlée. D'ailleurs, je pense l'autre jour, j'avais dit que c'est un carrière non repêché. C'est pas vrai, il avait été un choix de 7e ronde en 2024. Mais tout ça pour dire puis du côté des joueurs des Chiefs, ouais, ça leur tentait pas contre les Titans du Tennessee. Puis je les comprends, ils ont participé aux 3 derniers Super Bowls, eux sont en territoire inconnu, donc ils étaient pas motivés. Mais c'est ça, donc moi je ramènerais pas Kelce. Je ferais le ménage, entre guillemets. Faut repartir à 9 du côté de Kansas City. Il faut en profiter parce que les Chiefs ne repêchent jamais dans le top 10. Ils repêchent tout le temps, 29e, 30e, 31e au 31e rang. Faut en profiter. Cela dit, c'est sûr qu'ils vont perdre avec Oladokun au poste de quart contre les Broncos de Denver qui, eux, viennent de manger une volée à domicile. Ils vont passer leur frustration contre les Chiefs, du moins. J'ai l'impression que c'est ça qui va arriver. Oladokun a été victime de 4 sacs du corps face aux Titans qui sont reconnus pour mettre la pression sur le corps. C'était de l'ironie, évidemment. Imagine contre la défense des Broncos maintenant, qui ont perdu. Bref, moi j'ai écrit dans mes notes, Didier, pour Denver, ça va être un échauffement là, pour le match de la semaine suivante contre les Chargers, qui risque peut-être d'être pour le premier rang de la division de l'association américaine à suivre. Les Steelers, moi aussi je prends les Broncos, si c'était pas clair. Steelers à 9 et 6 vont affronter. J'assumais que tu prenais Denver. Steelers à 9 et 6 vont affronter les Browns qui sont 3 et 12. Pittsburgh est favori par 3,5 au preneur au livre. On a une question de l'AB99 via Instagram. Salut Didier et Marc-André, solide job pour le podcast. Félicitations, merci. Joyeuse fête à vous. Selon vous, quel est l'avenir de Will Howard à Pittsburgh? Ouais, pour les gens qui ne connaissent pas Will Howard, bon, c'est un des carrières réservistes du côté de Pittsburgh, choix au repêchage de 6e ronde, si je me souviens bien, lors du dernier repêchage. Il a un pedigree, il était carrière d'Ohio State la saison dernière lorsque les Buckeyes ont remporté le championnat national. Mais moi, lorsque j'ai regardé Howard jouer à Ohio State, je me suis jamais dit qu'il avait le potentiel pour être un carrière partant. Puis je pense que la NFL est d'accord aussi parce qu'il a été repêché en 6e ronde. Ça veut pas dire qu'il va pas devenir un carrière partant parce qu'on sait, bon, écoute, Brock Purdy, lui, a été un choix de 7e ronde. Bon, le choix de 6e ronde le plus connu de l'histoire de la NFL, c'est Tom Brady. Donc, je dis pas que c'est ça qui va arriver à Will Howard, mais c'est pas impossible. Mais les chances sont contre lui. Mais moi, personnellement, je suis pas quelqu'un qui croit que Will Howard a le potentiel pour devenir le successeur à Aaron Rodgers à Pittsburgh au poste de quart. Je pense que dans le meilleur des cas, c'est un carrière réserviste, Will Howard. On parle du match maintenant. Cleveland, 3 victoires de suite à domicile contre les Steelers, Didier. C'est une petite statistique. Ah oui, ça c'est vraiment surprenant, ça, ouais. Oui. Mais pour ce match-là, je prends les Steelers. Pourquoi? Parce qu'on a récolté 230 verges au sol contre les Lions. On va utiliser la même recette contre les Browns, qui sont pitoyables contre le jeu au sol dernièrement. On a alloué 163 verges en moyenne lors des 3 derniers matchs. Donc, je prends les Steelers pour l'emporter. On ne peut pas échapper ce match-là du côté des Steelers, même sans DK Metcalf. Ben, ouais, mais c'est ça, j'allais dire. Tu sais, là, Metcalf n'est pas là. On en a parlé, toi et moi, depuis l'été, là. À quel point on n'a pas de receveur, mis à part Metcalf, du côté des Steelers. Puis là, il n'est pas là. Là, c'est qui va attraper des passes? Ça sera pas Valdez-Scantling. S'il était capable d'attraper un ballon de football, j'ai aucune idée pourquoi. Ça, c'en est un autre. J'ai aucune idée. Ben, je sais pourquoi, parce que c'est ce bon ami Aaron Rodgers, mais
pourquoi il est toujours là, à Kansas City, il échappait des passes. À Green Bay, il en échappait. Avec les Jets, il a joué pour les Jets, il me semble, Valdez-Scantling, est-ce que je me trompe? En tout cas, il échappe des passes, puis il en a échappé la semaine dernière à Détroit. Ouais, c'est-tu avec les Saints? Peu importe. Quand tu essaies de miser sur Valdez-Scantling dans ton groupe de receveurs en tant que partant, ça, c'est un signe. Qu'est-ce que ça va pas bien, cette position-là. Calvin Austin, qui pèse 165 livres. Donc, les Steelers pourraient se faire surprendre, Marc-André, par les Browns. En plus, avec la statistique que tu viens de dire, moi, je vais choisir Pittsburgh afin de l'emporter. Mais si Cleveland finit par gagner ce match-là, je serais vraiment pas surpris parce qu'on a livré une bonne bataille aux Bills à domicile la semaine dernière. La seule chose, c'est qu'on a été incapable de mettre sur pied une séquence à la fin du 4e quart. Je pense qu'on va voir notre trio d'aller rapprocher le plus souvent du côté des Steelers. Farmute, Jonnu Smith. On a été chercher Jonnu Smith pour mener, hein? C'est quand même pas un incompétent. Ouais. Et ton préféré, là, Darnell Washington. Ouais, écoute, j'adore Darnell Washington, mais je trouve des fois il est ciblé un petit peu trop là, du côté de l'attaque de Pittsburgh. Mais ça, c'est un signe. On n'a pas de receveur. Mais écoute, j'en ai parlé avec Georges. J'en ai pas parlé. Comment? Adam Thielen a quoi, 38 ans? On en est rendu là. Donc, c'est ça. Je te le dis, les Steelers peuvent se faire surprendre à Cleveland. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Avec ce groupe de receveurs-là. Bref, on va voir ce qui va arriver. Mais je veux juste savoir qu'est-ce que tu pensais de la suspension toute cette histoire-là, de la suspension à DK Metcalf, suspendu 2 matchs pour avoir essayé de donner un coup de poing à un partisan à Détroit. Ça s'est passé lors du 2e quart du match. J'ai abordé le sujet avec Georges tout à l'heure. Mais je veux savoir, toi, qu'est-ce que tu en as pensé là, de tout ça? Moi, je m'attendais pas à 2. Je pensais que ça allait être seulement qu'un parce que la NFL ne veut pas. On voyait dans le rétroviseur le Ravens Steelers la dernière semaine. Puis je pense que c'est ça moi, écoute, je suis surpris que ce soit pour toute la fin de la saison. Mais écoute, c'est mérité. Je sais que en tant que partisan, je veux dire, il y a des partisans qui sont irrespectueux. Mais combien de fois, quand tu es un athlète, tu n'as pas besoin d'être un athlète de haut niveau pour savoir à quel point il y a le fameux trash talk, là, qu'on se dit des choses souvent sur le terrain pour essayer de faire sortir de sa game, là, comme on dit, l'autre, que ce soit un partisan, que ce soit un adversaire. J'ai trouvé ça sévère. Je m'attendais honnêtement à une amende. Je m'attendais peut-être à 1 match, mais 2. Écoute, j'ai trouvé ça sévère. Surtout que Metcalf a dit que, tu sais, un peu dit ce que le partisan a dit. C'est des choses qui ne se disent pas. Je peux comprendre qu'il ait pogné les nerfs, mais quand même, là, en tant qu'athlète, tu dois être plus mature que ça puis te dire, mon Dieu, c'est juste des paquets de niaiseries, là. Moi, j'ai joué au hockey ou même au baseball ou au hockey, j'étais gardien de but, là. Combien de fois j'ai entendu des affaires sur ma mère, puis je suis pas parti après en lui en garochant des coups de hockey. À un moment donné, il faut que tu sois plus mature que ça, là, quand tu es un athlète professionnel. En tout cas, j'en ai parlé avec Georges. Je sais pas qu'est-ce qu'il faisait là-bas, pourquoi il est allé voir le partisan Metcalf. Parce que du moment que tu vas le voir, là, t'ouvres la porte. Là. Ouais. Surtout que c'était quand même loin du bord des joueurs, t'ouvres la porte. Donc, ça peut pas arriver. Puis du côté de la NFL, tu peux pas avoir un joueur qui essaie de frapper un partisan. C'est une entreprise. C'est comme si tu vas chez le nettoyeur puis la caissière essaie de te frapper. Là, ça marche pas. Là. Tu peux pas essayer de frapper les clients. C'est fou. En tout cas, moi, dès que c'est arrivé, comme j'ai dit lorsque je parlais à Georges, je me disais ça allait être au moins un match de suspension. Puis là, finalement, ça en a été 2. Bref, on choisit les Steelers afin de l'emporter. Mais attention, comme je te dis, si les Browns gagnent, je vais vraiment pas être surpris. Là. Les Patriots à 12-3 vont affronter les Jets qui sont 3-12. La Nouvelle-Angleterre est favorise par 13,5 au preneur au livre. Tu vas me dire, mais attention, les Jets, Didier. Non, je penserais pas. Non, pas les Jets. On a reçu une question d'Alexis Pas avec Lefebvre. Brady Cook au poste de quart. Oh. Ouais, on a reçu une question d'Alexis65 Lefebvre sur Instagram qui nous demande « Bonjour messieurs, croyez-vous que grâce à sa performance, Drake May vient de se donner vient de faire un pas de plus, vers la course pour le titre de MVP, de joueur par excellence du circuit, Didier. Alors, est-ce que Drake May est de favori au titre de MVP dans la NFL cette saison en ce moment?
Ah, je continue de croire que c'est Matthew Stafford, mais il a augmenté ses chances. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tu sais, c'est un match qui était présenté aux heures de grande écoute. Ça a été une belle performance de sa part. Non, définitivement, Alexis, oui, je crois qu'il s'est donné un petit coup de pouce là, pour la course aux joueurs par excellence de la NFL. Il reste 2 semaines, là, ça va se jouer là, ça aussi. Là. Tu sais, ça, c'est un des enjeux des 2 dernières semaines qui restent. Qui sera possiblement le joueur par excellence de la saison? Tout ça pour dire, je choisis les Patriots contre les Jets. Les Jets, toujours à la recherche d'une première interception cette saison, Marc-André. Imagine-toi, il reste juste 2 matchs. Donc, on pourrait assister à un moment historique. Puis moi, j'aime ça, assister à des choses que j'ai jamais vues. Alors, je souhaite que les Jets ne soient pas en mesure de réussir une interception d'ici les 2 derniers matchs afin qu'on puisse dire qu'on a assisté à un moment qu'on n'a jamais vu dans toute l'histoire de la NFL. Une équipe de football qui n'est pas capable d'avoir une interception en 17 matchs. Imagine-toi. Ça me met à terre, j'en reviens pas de ça. Et Drake May, revenons à Drake May, qui a obtenu son premier match de 300 verges en carrière, la semaine dernière aussi. Ça, c'est une stat qui m'a surpris, que Drake May n'avait pas réussi ce fait d'armes encore dans la NFL. J'avais une petite note sur Brady Cook, 17 sacs. Il a été victime de 17 sacs lors des 3 derniers matchs. Moi aussi, je prends les Pats pour l'emporter assez facilement. Les Saints, à 5 et 10, vont affronter les Titans qui sont 3 et 12. La Nouvelle-Orléans favori par 2,5 au point d'heure au livre. Les Saints, 3 victoires de suite. On accorde, la défense joue bien. On accorde 14 points alloués par match au cours de cette séquence. Moi, je prends les Saints pour l'emporter. Même de même. Ouais, je vais avec la Nouvelle-Orléans aussi, là, pour la raison que tu viens de dire, défensivement, on joue bien. Puis les Titans, écoute, continuent de se battre. Ils ont gagné la semaine dernière contre les Chiefs. Pour eux, c'est gros, ça. Et le jeu au sol qui fonctionne là, depuis environ 1 mois. Eux qui avaient énormément d'ennuis afin de courir avec le ballon. Donc, les deux, on prend les Saints. J'ai demandé à Guillaume s'il pouvait nous préparer un tableau sur Taysom Hill. Parce que Taysom Hill, la semaine dernière, il est devenu le premier joueur dans l'histoire de la NFL à avoir au moins 1000 verges par la passe en carrière, 1000 verges au sol et 1000 verges par voie de réception. Pourquoi vous allez me dire, je vous parle de Taysom Hill, j'aime Taysom Hill, c'est aussi simple que ça, Marc-André. J'ai toujours été un fan de Taysom Hill, il était carrière à BYU, il a subi plusieurs blessures durant sa carrière universitaire, puis quand il est arrivé dans la NFL, il a accepté de changer de position, puis il est devenu la bougie d'allumage du côté de l'attaque de Nouvelle-Orléans. Souviens-toi, parce que Drew Brees était carrière partant, même avec Drew Brees, comme carrière partant, Sean Payton, il avait trouvé un rôle pour Taysom Hill, l'utilisait lors de formation Wildcat. Puis étant donné que c'est un ancien carrière, il était capable de lancer le ballon. Même, je pense, lorsque Breeze a pris sa retraite, je me souviens bien, c'est Hill qui avait été le carrière partant la saison suivante. Alors, tout ça pour dire, il est tellement polyvalent, puis qu'on connaît son histoire, c'est impossible, en tout cas pour moi, de ne pas être un fan de Taysom Hill. Puis après la rencontre, il était un motif au podium, après avoir établi cette marque. Puis c'est peut-être sa dernière saison dans la NFL. Il pense peut-être à prendre sa retraite. En tout cas, je vais juste souligner la carrière unique que Taysom Hill a eue. Couteau suisse du côté de l'attaque des Saints de la Nouvelle-Orléans. Puis, quand il embarquait sur le terrain, on se disait tout le temps, est-ce qu'il va arriver quelque chose d'excitant? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il va réussir une course explosive? Est-ce qu'il va compléter une passe? Bref, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder jouer Taysom Hill. Un joueur unique, assurément. Les Jaguars à 11 et 4 vont affronter les Colts qui sont 8 et 7. Nos Jaguars sont favoris par 6,5 au preneur au livre. Et on a une question de Big Time Teamy Jim 2104 sur YouTube qui nous demande est-ce que les Jaguars sont de sérieux aspirants pour représenter l'association américaine au Super Bowl. On était dans nos réactions excessives, mais à tête reposée, Didier, est-ce qu'ils le sont? Oui, je crois que oui. Parce qu'il n'y a pas d'équipe dominante du côté de l'AFC. Il n'y a pas d'équipe dominante. On vient de parler tout à l'heure des Bills, mais bon, leur défense contre le jeu au sol, c'est un problème. Le fait qu'on n'a pas réellement de receveur numéro 1. Quand tu regardes les formations du côté de l'américaine, toutes les équipes, elles ont des trous ici et là. Donc, c'est ouvert. Puis, oui, les Jaguars, c'est une réaction excessive, mais sais-tu quoi? C'est réaliste aussi de croire qu'il pourrait représenter l'association américaine au Super Bowl. Puis d'ailleurs, on a préparé un autre tableau concernant Trevor Lawrence. Et écoute, Marc-André, il est tellement productif là depuis 1 mois environ. Avec la belle photo, la photo favorite, je pense, de Guillaume, c'est celle-là. Il a l'air de mannequin.
Trevor Lawrence là-dessus. Alors, comme je le disais, depuis la semaine 13, regarde, on a 4 victoires, aucune défaite. Il a été responsable de 14 touchés et aucun revirement, Marc-André. Puis encore une fois, on vient de vaincre les Broncos à Denver. Là, on ne peut plus utiliser l'argument, ils n'ont pas battu personne. Cette séquence de victoire-là, c'est juste contre des mauvaises équipes. Alors, ouais, si Lawrence continue de jouer de la sorte, et la défense qui provoque des revirements, on peut faire un beau bout de chemin en éliminatoire et peut-être même représenter l'association américaine parce qu'il n'y a pas d'équipe dominante. Du côté de l'AFC, tu vas me dire, il n'y en a pas également du côté de la nationale, mais la nationale est plus corsée. Tu as les Seahawks, les Rams notamment. Mais je pense pas qu'on a d'équipe de ce calibre-là du côté de l'américaine, du moins jusqu'à présent. Les Jaguars ont la meilleure défense contre la course dans la NFL. On va devoir, après moi, on va forcer Philip Rivers à passer le ballon. Puis on a également, on est deuxième pour les revirements. Moi, je pense que, tu sais, toute cette emboîte là, pour les Jaguars dans ce match-là, ça pourrait être difficile pour Jonathan Taylor. Moi, je prends les Jaguars pour l'emporter sur la route. Ouais, oui, moi aussi, je choisis Jacksonville. Mais encore une fois, c'est un match de section. Faut dire, on se fait avoir un soir avec les matchs de section. Ah non, ça va être une victoire facile pour telle équipe. On joue un contre l'autre à tous les ans, 2 fois par année. Mais ouais, je choisis Jacksonville pour l'emporter au Lucas Oil. Les Buccaneers à 7 et 8 vont affronter les Dolphins qui sont 6 et 9. Tampa Bay favori par 5,5 au preneur au livre. Ce sera un autre départ pour Quinn Ewers du côté des Dolphins. Alors, Buccaneers qui avaient 3 défaites de suite vont mettre fin à cette séquence. Les Buccaneers vont l'emporter. Non, je comprends pas pourquoi du côté des Dolphins, on fait pas jouer Zach Wilson. Tu sais, Wilson a plus d'expérience que Ewers. Ewers a carrière recrue, bien sûr. Alors, on ne veut pas gagner les matchs. Bon, décidément, clairement, ça doit être ça, là. Ouais, mais le jeune, il n'est pas de calibre. C'est comme lorsque je parlais tout à l'heure de Will Howard. Il y a une raison pourquoi il était un choix de 7e ronde. Hein. C'est pratiquement une carrière non repêchée, Quinn Ewers. Oui, il a un pedigree parce qu'il a joué à l'Université de Texas. C'est pour ça qu'on le connaît. Mais en tout cas, peu importe, regardez, les Dolphins, la saison est terminée. Du côté des Bucs, Marc-André, Baker Mayfield, ça continue de mal aller, pour lui. Moi, j'ai trouvé qu'il connaissait un bon match jusqu'à l'interception au 4e quart contre les Panthers de la Caroline. Puis je m'attendais, je me disais, OK, est-ce qu'il va réussir un autre tour de magie? Bon, il y a eu un manque de communication entre lui et Mike Evans. S'attendait à ce qu'Evans à l'extérieur. Finalement, il a coupé vers l'intérieur. Mais pour Baker Mayfield, c'est ça, là. Tu sais, il termine pas la saison en force, mais c'est vraiment le cas pour les Bucs au complet. Contre les Dolphins qui en arrachent, je vais choisir Tampa Bay. Mais les Buccaneers m'inquiètent réellement, Marc-André. Puis je pense pas qu'ils vont être capables de se replacer. Puis ils n'ont pas de chasseur de corps. Bref, comme je t'ai dit tout à l'heure, tout va se décider fort probablement lors de la 18e et dernière semaine d'activité contre les Panthers. Les Cardinals à 3 et 12 vont affronter les Bengals qui sont 5 et 10. Cincinnati favori par 7 au preneur au livre. On a une question de Juju Jack sur Instagram. Tout d'abord, merci pour votre boulot. C'est tellement cool de vous écouter chaque semaine. Merci, Juju. Ma question est pour Didier. Ils sont passés de joueurs de haut niveau. Comment expliquer le nombre catastrophique de blessures chez les Cardinals? Mauvaise préparation physique ou juste pas de bol? Mais en fait, comment expliquer la mauvaise préparation? Là? Comment expliquer les blessures chez les Cards, en fait? On a perdu le service de Walter Nolan. Ouais, c'est ça. C'est peut-être une expression qu'on connaît pas, je sais pas, ou une faute de frappe, peut-être c'est juste ça. Mais peu importe. On a perdu le service de Walter Nolan, choix de première ronde lors du dernier repêchage. Il a quitté en pleurs sur la voiturette. Il s'est déchiré le tendon d'Achille. C'est vraiment malheureux. Mais ça arrive. Il y a des saisons, regarde les 49ers de San Francisco, tous les ans, il y a des blessés. Donc, est-ce qu'on peut blâmer le calendrier? On est rendu à 17 matchs. Mais sais-tu quoi? Éventuellement, il va y avoir 18 matchs du côté de la NFL. Mais on est rendu à la partie de l'année où c'est ça. Là, les blessés s'accumulent à travers la NFL. Mais de trouver une explication à tout ça, je suis pas en mesure de le faire. Je pense que c'est juste la nature du football. Calendrier de 18 matchs. Il y a des matchs le jeudi. Puis là, il va en avoir le mercredi aussi. En fait, le mercredi, la journée de Noël étant jeudi. Donc, il va y avoir 3 rencontres le jeudi. Ça fait plusieurs semaines courtes pour plusieurs équipes. Alors, c'est ça. Avec ce genre de calendrier-là, courir après le trouble, c'est sûr qu'il va y avoir des blessures.
Dans ce match-là, Joe Burrow, mine de rien, a lancé 4 passes de toucher dans 2 de ses 3 derniers matchs. Et je voulais juste mentionner que Trey McBride affronte les Bengals, ceux qui l'ont dans leur fantasy. Écoutez, prenez-vous un verre de lait de poule durant le temps des fêtes, assoyez-vous dans un divan confortablement et admirez le spectacle. Mais quand même, je prends les Bengals pour l'emploi. Ouais, je vais avec Cincinnati aussi. Le match va avoir lieu à domicile. On s'était mis aux dépens des Dolphins. Donc, ouais, puis il est temps que la saison se termine pour les Cardinals. Ça veut dire pour les Bengals aussi, mais vraiment pour l'Arizona. Les Giants à 2-13 vont affronter les Raiders à 2-13. Las Vegas favori par 1,5 au Preneur Olive. Dans ce qu'on a appelé, Didier, le Toilet Bowl du côté de nos amis du Sud. Donc, c'est la première fois en 44 ans que les deux équipes avec les pires fiches s'affrontent dans l'une des 2 dernières semaines de la saison régulière, Didier. L'équipe qui va perdre ce match-là va prendre une sérieuse option sur le premier choix au total, Didier. C'est quand même fascinant. Ouais, ben pour nous, là, on est des fans du repêchage, on veut voir quelle équipe va avoir le tout premier choix. Ouais, tu l'as dit, le Toilet Bowl, puis à l'image du Toilet Bowl, on a même ajouté, là, regarde, dans l'infographie, là, qu'est-ce qu'on a ajouté pour représenter, qu'est-ce qu'on pense de cette rencontre-là. Ouais, ben c'est ça. Donc, écoute, Marc-André, Giants contre Raiders, wow. Quel mauvais match. Quel mauvais match. Ben, moi, je choisis les Raiders pour apporter le match à lieu à Vegas. Les Raiders qui ont mieux joué pour eux. Là. La semaine dernière, on en a parlé contre les Texans de Houston, mais c'est surtout, c'est pas que je pense que les Raiders magiquement se sont replacés, mais du côté des Giants, Marc-André, on n'a aucune victoire depuis le congédiement de Brian Daboll. Là, Jackson Dart, c'est comme s'il régresse. On a essayé d'utiliser beaucoup le jeu au sol la semaine dernière. Écoute, Dart a complété sa première passe. Je pense qu'il restait 2 minutes ou à peu près à la première demi lors de ce match-là. Puis là, Jackson Dart, ben c'est ça. Quand il a connu du succès, c'est avec ses jambes, mais avec son bras. Tu sais, là, on a moins couru avec lui aussi. C'est plus pénible. Bref, ça, c'est une autre équipe pour qui il est temps la saison se termine. Donc, choisis Vegas. Vegas, moyenne de 249 verges et 14 points marqués par match. Ces deux chiffres-là, ils sont au dernier rang dans la NFL. Par contre, les Giants, plus de 27 points alloués par match et accordent en moyenne 343 verges à l'adversaire d'attaque. Donc, moi, j'ai pris les Giants parce que la raison est simple. Je vais probablement être pogné pour faire jouer Jackson Dart là, en finale d'un fantasy. Je veux qu'ils connaissent un bon match. C'est vraiment juste, je ramène ça à ma petite personne. Je prends les Giants pour l'emporter. Et je prends aussi les Giants pour faire différent avec toi parce que moi, je pense que, au bout du compte, je me fous pas mal de ce match-là. Écoute, si c'est pas pour le premier choix du repêchage, on n'aurait absolument aucun intérêt pour cette rencontre. Là. Les Rams, donc moi les Giants, toi les Raiders, ça va être, écoute, on va pouvoir se texter. Les Rams à 11-4 vont affronter les Falcons à 6. Les Rams à 11-4, on va affronter les Falcons qui sont 6-9 dans le match du lundi soir. Les Rams sont favoris par 8,5 au premier Olive, Didier. Et je tiens à te rappeler que les Rams ont le premier choix des Falcons au prochain repêchage. Ouais. Les Rams repêchent actuellement au 11e rang. Je viens d'aller vérifier. Au 11e rang du prochain repêchage. Donc, les Falcons ont un coup à jouer ici. Là. On veut faire descendre les Rams au repêchage. On veut qu'ils soient hors du top 15 parce que, écoute, 11e choix au total et aspirant au Super Bowl, c'est vraiment quelque chose du côté des Rams. Ben justement, il faut battre les Falcons afin d'avoir un choix dans le top 10, améliorer notre classement au repêchage du côté des Rams. Les Rams sont une des meilleures équipes de la NFL. J'ai choisi pour l'emporter. Il n'y a aucun doute là-dessus. Bon match de Bijan Robinson la semaine dernière. Mais quand même, j'y vais avec les Rams. Les Rams sont une équipe complète, ce qui n'est pas le cas du côté des Falcons d'Atlanta. Ça risque d'être difficile là, pour Kirk Cousins contre la défense des Rams. Moi aussi, je prends les Rams pour l'emporter, même si Bijan, moyenne de 161 verges totales au cours des 2 derniers matchs, ça risque d'être plus difficile contre le front défensif et la défense des Rams. Mais quand même, là, les Rams, on représente une bonne équipe. On ne peut pas se permettre d'échapper ce match-là. On a reçu 2 questions en terminant. Tout d'abord, Anthony Montembeau sur Facebook. Je vous souhaite un super temps des fêtes. Pareillement, mon cher Anthony. Ma question, selon vous, est-ce que les nombreux blessés qui minent la saison sont dus aux saisons qui sont maintenant trop longues? On parlait des blessures tantôt chez les Cards.
Est-ce que c'est parce que les saisons s'en viennent trop longues et on s'entend, là, on s'en va tranquillement, lentement mais sûrement vers un calendrier de 18 matchs dans un avenir approché. Oui, c'est une des raisons, mais comme je le disais tout à l'heure, la nature du football, Marc-André, rendu à ce temps-ci de l'année, c'est malheureusement normal d'avoir autant de blessés. On le voit tous les ans. L'année dernière, ça avait été très, très similaire. Il y avait plusieurs équipes qui étaient rendues à utiliser leur carrière numéro 2 ou numéro 3. Donc ça, c'est la nature du sport et les semaines courtes qui sont de plus en plus présentes maintenant. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Puis comme tu l'as dit, avec le calendrier de 18 matchs qui s'en vient éventuellement, on va devoir malheureusement s'habituer à ça. Mais tu vois qu'on n'a pas... on comprend là pourquoi on a ajouté un 17e match. C'est pour augmenter les revenus. Là. C'est aussi simple que ça, la raison. Parce que le calendrier de 16 matchs était parfait. Moi, j'ai toujours dit ça. Puis là, tu vois qu'on a ajouté un match de plus. Alors, on a ajouté une équipe de plus en éliminatoire, puis avant, il y avait juste 6 équipes par association qui y participaient, mais l'équipe qui termine en 7e position, jusqu'à présent, elle n'a jamais gagné un match éliminatoire, si je ne me trompe pas. Et en plus de ça, on a regardé le portrait des éliminatoires, la course aux éliminatoires. C'est pas mal décidé, là. Mis à part une des 7 positions par conférence. C'est déjà décidé, là, pas mal, les 7 équipes qui vont participer aux éliminatoires. C'est juste de savoir le classement final, le positionnement final de chaque équipe. Donc, est-ce qu'on avait besoin d'ajouter un 17e match? Non. Est-ce qu'on a besoin d'ajouter un 18e match? Non. Pour faire de l'argent, la réponse est oui. Mais c'était pas nécessaire, tout ça. Mais encore une fois, la NFL, c'est une entreprise, c'est une business. On tente d'augmenter les revenus. Alors, mais c'est juste à ça que ça sert. C'est l'ajout d'un match au calendrier. Jérôme Tremblay sur Facebook nous demande, c'est simple, il nous demande quel serait votre choix pour l'entraîneur de l'année, Didier. Moi, je trouve que c'est difficile cette année. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, il y a plusieurs bons candidats. Il y a Mike Vrabel, Kyle Shanahan, Mike McDonald aussi fait de l'excellent boulot du côté des Sox de Seattle. Moi, mon choix, c'est Kyle Shanahan. Le fait que les Niners ont la fiche qu'ils ont présentement avec tous les blessés qu'ils ont, je trouve ça exceptionnel. Là. On parle de joueurs de qualité, Fred Warner pas là, Nick Bosa n'est pas là. On a présenté le match lundi soir dernier, encore une fois, Ricky Purcell était absent en raison d'une blessure. Malgré tout, on continue de gagner du côté des Niners. Alors, je pense que ça reflète très bien sur Shanahan. Moi, je pense qu'on peut faire un plaidoyer pour beaucoup d'entraîneurs-chefs de parler parce qu'il y a différentes histoires dans différentes équipes. Tu as parlé des blessures pour les 49ers. Mike Vrabel a pris une équipe qui avait 4 victoires. Ils vont en avoir 11 ou 12. Ça, c'est souvent, ça a la cote là, auprès des gens qui votent pour ce genre d'honneur-là. Si Ben Johnson, si les Bears remportent le titre dans au premier rang de l'Association nationale, je pense que mais même Ben Johnson devrait être considéré, c'est mon avis. On parlait de Mike McDonald, on parle que les Rams, comme quoi ils sont des prétendants au Super Bowl, pourquoi pas Sean McVay? Les Broncos, je veux pas, encore une fois, sont au premier rang de l'Association américaine à l'heure où on se parle. Pourquoi pas Sean Payton? Il y en a plusieurs. Je veux dire, j'ai bien hâte de voir. Souvent, c'est un peu comme dans tous les sports majeurs, là. C'est souvent l'entraîneur qui prend une équipe qu'on note la meilleure progression par rapport à l'année précédente. C'est souvent ça qui fait foi de tout en bout de ligne. Donc, je pense que des gars comme Mike Vrabel ou Ben Johnson là, pourraient... moi, je vais prendre Ben Johnson, tiens, pour être à l'entraîneur-chef de l'année. Non, t'as raison, c'est généralement ça. Là. L'équipe qui fait le plus grand virage, ce sera sûrement soit Vrabel ou Ben Johnson, ouais. Bon, parfait. Écoute, Marc-André, on va jeter un coup d'œil, au pool. Notre pool de sélection hebdomadaire du côté de la NFL. Et, on a toujours le même meneur. C'est toujours Rick 49ers 2 qui est en tête avec 165 bonnes prédictions depuis le début de la saison. 12-4, ma fiche, la semaine dernière. Tiens, bon. Toi, t'as été 9-7, 13-3 pour Guillaume la semaine dernière. Wow. Ok, vraiment bon, ça. À un match de Didier, Guillaume. Oui, à un match. Puis là, moi, je suis à 2 matchs de toi. À 2 matchs. Ouais. Depuis ma semaine catastrophique, donc je vais essayer de terminer la saison en force, pas terminer 3e entre nous 3. Et puis on a l'occasion de voir également nos sélections. Où est-ce qu'on a des différentes? On a parlé Raiders, Giants.
Alors, Les Guillaume voit ça comme moi. Eagles. Il a pris les Raiders aussi. Oui, les Eagles Toi, t'as les qui sont Bears. plus à droite, ben oui. Oui, oui, exactement. Guillaume a pris les Texans contre les Chargers. Mhm. Guillaume prend des chances. Tu as pris les Panthers. Mais tu vois, j'avais dit ça la semaine dernière que Guillaume prenait des chances, puis il a fini 13-3. Donc, il y a Je une suis d'accord que les méthode Browns, à sa sélection. je suis d'accord que les Browns pourraient surprendre. Et même, je te dirais, justement, le match de division, là, les Colts, ça peut-être pas pour prendre pour l'emporter, mais pour couvrir le spread, comme on dit, pour couvrir l'écart de points. Peut-être que les Colts aussi, ça pourrait être spectaculaire. 6,5 pour les Jaguars. J'ai hâte de voir. Ouais, j'ai bien hâte de voir ça. Alors, félicitations, oui, à Rick 49ers qui demeure toujours en tête avec 2 semaines maintenant seulement à jouer du côté du calendrier régulier. On va se tourner maintenant vers le Fantasy Football, Marc-André, parce que c'est la semaine des finales, le Fantasy Football. Alors, il y a de la pression sur ses épaules, là. Aide les gens, Marc-André. Aide les gens là, à faire la bonne sélection, à remporter la cagnotte de leur pool, de leur ligue de fantasy football. On commence avec les carrières. Quelle est la carrière que tu recommandes là, de faire jouer absolument cette semaine? Écoute, je vais donner un peu d'amour à Baker Mayfield parce qu'il est potentiellement sur votre fil de joueur autonome. Ça n'a vraiment pas été facile au cours des derniers matchs pour Baker Mayfield, mais je pense que l'affrontement contre les Dolphins peut être bénéfique pour lui. Une passe de toucher seulement dans 5 de ses 6 derniers matchs. Puis on l'a dit, il y a des matchs de moins de 200 verges récemment. Sauf que les Dolphins, on accorde le 10e plus haut total de points au quart adverse cette saison. On a concédé 6 passes de toucher lors des 2 derniers matchs. Il y en a eu 4 à Joe Burrow, entre autres, la semaine dernière. Donc, je pense que ça pourrait être une bonne semaine pour Baker Mayfield. On sait qu'il a un groupe de receveurs impressionnant. Il faudrait juste que tout ça s'agence parfaitement. Puis je pense que la défense des Dolphins, on l'a vu, là, on a juste hâte que la saison finisse du côté des Dolphins. Je pense que Baker là, est au sol et par la passe. Ça pourrait être une bonne option pour vous cette semaine. Et un petit bonus, si vous êtes vraiment mal pris, là, je pense que Tyler Shock serait une excellente option fantasy également cette semaine. Du côté des Saints, on affronte les Saints, les Titans. Les Titans ont accordé le 8e plus haut total de points au quart adverse. On a vu également que Shaw est capable d'utiliser ses jambes au sol. C'est toujours non négligeable au niveau fantasy. On a vu la chimie également qui s'installe avec Chris Olave. Bonus, si vous êtes vraiment mal pris, sur votre fil de joueur autonome, se retrouve assurément Tyler Shock. Ça peut être une belle option. Et qui est le carrière que tu recommandes de clôt au banc cette semaine? Jared Goff, j'en ai parlé un peu tout à l'heure des Lions de Détroit. 25 points dans 2 matchs de suite. Pourquoi? Parce que les Lions ont tiré de l'arrière dans ces matchs-là. On a tenté 95 passes là, avec Jared Goff au cours des 2 derniers matchs parce que justement, on tirait de l'arrière. Et la semaine 17, on affronte les Vikings qui, eux, vont donner le départ à Max Brosmer. Moi, je pense que les Lions vont être en avance dans ce match-là. Donc, ça veut dire que ce sera davantage l'affaire de Montgomery et Gibbs. Et également, à Minnesota, on accorde le plus bas total de points au quart adverse cette année, 12 en moyenne. C'est vraiment pas beaucoup. On a muselé Jackson Dart, on en a parlé. On a muselé Dak Prescott, qui accumulait au moins 20 points fantasy. Et on a accordé seulement 12 contre les Vikings. Moi, je pense que c'est pas une bonne semaine pour Jared Goff, d'autant plus que Amon-Ra St. Brown, son cas est incertain. Et par la bande, vos receveurs des Lions, également, Laporta, je ne sais pas s'il est de retour, Laporta, mais bref, Jameson Williams. Non, il n'est pas de retour au jeu, Laporta. Hein. Non, hein. Jameson Williams, ça pourrait être difficile. Je sais que c'est plus un gars qu'on vous pouvez mettre dans votre position de pivot bien mal pris plutôt qu'un receveur numéro 1 ou 2, là, niveau fantasy. Maintenant, chez les porteurs de ballon, Ramondre Stevenson a connu un bon match la semaine dernière contre les Ravens de Baltimore. Alors, tu crois que ça va se poursuivre cette semaine? S'il est sur votre fil de joueur autonome, Ramondre Stevenson, lorsqu'on parle de league winner, d'un gars qui pourrait vous faire gagner votre championnat, c'est bien lui. On affronte les Jets du côté des Patriots. Tu en as parlé, un touché, moyenne de 6 verges par course à son retour. L'affaire, c'est que Trevion Anderson a quitté le match. Il est dans le protocole des commotions. On ne sait pas s'il sera de retour au jeu. Ici, il n'est pas de retour au jeu. Ramondre Stevenson a le champ libre. Et les Jets, on a accordé 23 touchés au sol cette saison. C'est un sommet dans la NFL. On accorde le 4e plus haut total de points aux porteurs adverses cette saison. Ramondre Stevenson est spécialement, je sais qu'on a reçu une question là, sur Twitter, spécialement si Trevion Anderson ne joue pas. Je pense que Ramondre Stevenson, comme je l'ai dit, là, pourrait vous faire gagner votre championnat. Oui, et Rico Dowdle, bon, il avait été le porteur de ballon de l'heure dans la NFL pendant environ 1 mois, mais là, il y a vraiment une baisse de régime là, de sa part. Hein.
C'est assez vieux, Didier, pour me rappeler que Rico Dowdle a déjà été la réincarnation de Walter Payton plus tôt dans la saison. Mais là, c'est un peu plus difficile là, pour Rico dans les derniers matchs. Pourquoi? Parce qu'on est de retour dans un partage assez équitable avec Chuba Hubbard. On ne comprend pas trop comment ça se passe côté des Panthers parce qu'il y a qu'une couple de semaines, Dave Canales avait dit que Rico Dowdle allait être le porteur de ballon numéro 1 pour aller de l'avant. Puis finalement, on est revenu avec Chuba Hubbard qui, lui, a connu de meilleurs matchs là, au cours des dernières semaines. Donc, retour d'un partage, d'un équilibre dans le champ arrière des Panthers, c'est jamais bon. Moyenne de 62 verges par course pour Rico Dowdle lors des 2 derniers matchs. Lors de la semaine numéro 17, on affronte évidemment les Seahawks qui sont impitoyables contre le jeu au sol. 5e plus bas total de points au porteur adverse cette saison. Je vois Rico Dowdle comme un gars qui pourrait franchir la zone début peut-être, mais c'est un joueur à haut risque là, au niveau fantasy pour vos finales cette semaine. D'accord. Maintenant, chez les receveurs de passe, bon, on a parlé tout à l'heure des Jaguars de Jacksonville. On n'a pas mentionné le nom de Jacoby Myers, qui, depuis son arrivée, est devenu la cible favorite de Trevor Lawrence. On l'a récompensé même avec une prolongation de contrat. Alors, tu crois qu'il devrait connaître une bonne semaine, là? Exactement. La semaine dernière, ça n'a pas été facile pour Jacoby Myers. Il nous a un peu déçus face aux Broncos, seulement 45 verges. Par contre, il a vu beaucoup de Patrick Surtain avec Brian Thomas. Ça a ouvert le jeu pour Parker Washington. C'est lui qui a connu un fort match, 145 verges pour Washington. C'est la première fois la semaine dernière que Jacoby Myers n'atteignait pas le plateau des 10 points fantasy en 5 semaines avec les Jaguars. Mais lors de la semaine 17, on l'a vu contre les Colts. Les Colts ont accordé près de 15 points à Jacoby Myers lors de la semaine 14, dans le premier duel entre les deux équipes. On l'a vu lundi, sans Sauce Gardner et sans Charvarius Ward. La défense, là, la tertiaire des Colts est assez amochée. On a vu Brock Purdy distribuer le ballon, des passes de toucher à plusieurs receveurs différents. Moi, je pense que Jacoby Myers va retrouver un peu cet élan-là. C'est une bonne semaine pour lui. Une bonne semaine, en fait, pour vos receveurs des Jaguars. On parle ici peut-être Brian Thomas, Jacoby Myers comme receveur numéro 2 et même Parker Washington comme pivot. J'aime bien là, la perspective des Jaguars cette semaine. Ouais, et Ladd McConkey des Chargers, tu crois pas qu'il a nécessairement une confrontation facile? On rappelle, les Chargers, ils vont affronter les Texans de Houston et leur brillante unité défensive. Mais c'est ça, Didier, c'est une question d'affrontement simplement cette semaine avec Justin Herbert, qui, ne l'oublions pas, joue en dépit d'une fracture à une main. Tu as parlé des Texans, j'ai des stats là, que j'ai trouvées un peu ahurissantes. Check bien ça. Les Texans, depuis la semaine numéro 11, on a alloué seulement aux receveurs 675 verges au total. Donc, en 6 matchs, les 675 verges au total et 53 réceptions allouées sur 94 cibles aux receveurs de passe. C'est un ratio de 56% d'attrapés. Et justement, parce qu'on est vraiment efficace contre les receveurs adverses, je pense que Ladd McConkey, j'ai choisi Ladd, mais je pense que parce que Quentin Johnson peut être le récepteur d'une longue bombe de Justin Herbert et peut-être être payant à ce niveau-là. Je pense que Ladd McConkey, c'est plus un joueur qu'on voit, qu'on insère comme demi-inséré dans les zones courtes, les zones médianes. Donc, je pense que ça pourrait être plus difficile pour lui. Parce qu'on l'a vu la semaine dernière, les Texans, ça n'a pas été facile, mais c'est Ashton Genty qui a capté une longue passe pour un long toucher parce que les receveurs, on n'a pas eu grand-chose du côté des... Brock Bowers n'a pas connu un fort match, ça c'est de l'allié rapproché, puis les receveurs n'ont pas connu un fort match non plus. Donc, ouais, si j'avais des options, on ne peut pas bencher, on ne peut pas mettre sur votre banc, clouer au banc là, McConkey, j'en conviens, mais peut-être tempérer les attentes là, à son égard cette semaine. Oui, attends, laisse-moi juste aller vérifier quelque chose. Je ne sais pas si Quentin Johnson, est-ce qu'il a terminé le match? Il me semble que j'avais lu en quelque part. Il y a un magnifique peut-être que je me trompe. Oui, c'est ça. Attends, laisse-moi voir ça. Vite, comme ça. Ok, ouais, non, ok, je me trompe. Ok, non, je me trompe. Donc, il devrait être de la formation. Oui, je le sais, il a marqué un très beau toucher, Johnson. Donc, il devrait être de la formation. Ok, j'ai rien dit, Marc-André. Bon, on va enchaîner avec les ailiers rapprochés maintenant. Harold Fannin, c'est vraiment des Browns de Cleveland. C'est vraiment la cible dans l'attaque des Browns depuis quelques semaines. 17 points fantasy en moyenne lors des 4 dernières semaines. Seuls Trey McBride et Kyle Pitts en ont plus que lui. On s'entend que Kyle Pitts, c'est juste un match. Lorsqu'on va pouvoir faire le résumé ou le point sur la saison de Kyle Pitts, on va se rappeler de ce match-là de 45 points.
Lors de la semaine numéro 17, on affronte les Steelers qui ont accordé 10 touchés aux alliés rapprochés adverses cette saison. C'est le deuxième plus haut total dans la NFL. Seuls les Bengals, évidemment, en ont accordé plus qu'eux. On accorde en moyenne 18 points fantasy aux alliés rapprochés adverses depuis la semaine numéro 11. Je pense qu'Harold Fannin, vraiment, s'il est disponible, c'est un joueur à insérer dans votre formation cette semaine face aux Steelers. Il pourrait lui aussi là, être fort payant lors de vos finales fantasy. Et maintenant, Travis Kelce. Là, tu recommandes de l'asseoir sur le banc. C'est de cette façon que sa carrière là, se termine. Là, ouais. Je voulais finir avec Travis Kelce parce qu'avec Oladokun comme corps, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Limité à 6 verges la semaine dernière contre le Tennessee et cette semaine contre les Broncos, ça n'augure. Mais en fait, les Broncos, Didier, sont en milieu de peloton. Ils sont 12e ils ont accordé le 12e plus bas total de points aux alliés rapprochés. Donc, pour moi, Travis Kelce, c'est une question de corps parce que le match-up n'est pas si pire que ça, l'affrontement n'est pas si pire que ça, mais je peux pas endosser un joueur des Chiefs là, dans ce match-là face aux Broncos. Je vous conseille de laisser Travis Kelce sur votre banc si vous avez une meilleure option. Ouais, c'est peut-être la dernière fois qu'on voit cette photo-là de Kelce avec son nom, là, pas son épouse, là, mais sa copine. Là. Sa fiancée, la prochaine fois sur la photo, il va avoir. C'est quoi son nom? Taylor Swift. Ouais, peut-être. Ouais, Taylor Swift, ouais, mon Dieu. Ouais. Ah, ben écoute, peut-être qu'il sera à la retraite là, lorsqu'ils vont se marier. Peut-être. Là. C'est ça qui va arriver, puis on n'aura plus à en parler. Bref, finalement. Bon, ben écoute, Marc-André, on a fait le tour. Écoute, Marc-André, je vais profiter de cette occasion afin de te souhaiter un joyeux Noël. Également à Guillaume, je vous souhaite de passer un joyeux Noël avec vos familles. Et pour les gens qui nous regardent ou qui ont téléchargé, qui écoutent le podcast, également, on vous souhaite de passer un joyeux Noël. On espère que cet épisode du podcast vous a plu. Et on sera de retour dimanche soir afin de parler des rencontres qui seront présentées à travers la NFL, les résultats. Allez, joyeuses fêtes!